On va parler de l'implication des scientifiques ce soir pour cette dernière table ronde de la journée. De plus en plus de chercheurs passent du temps, parfois beaucoup de temps, à parler au grand public de leurs sujets, de leurs travaux et des dernières découvertes de leur domaine. Certains sont même devenus des stars en communiquant, comme Cédric Villani, que vous ne verrez pas ce soir pour cause de changement d'horaire de conseil d'administration. Mais rassurez-vous, il y a d'autres stars, elles sont là. Les scientifiques qui sont réunis ici, vous les connaissez forcément. Alors il y a Roland Lehoucq, celui qui a une barbe là, astrophysicien au CEA à Saclay. Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, et qui participe aux travaux du GIEC. Vous êtes toujours coprésidente du groupe 1 du GIEC. Guillaume Lecointre, donc, on l'attend, il est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, conseiller scientifique du président et spécialiste dans le domaine de la classification des espèces. Jean-Marc Lévy-Leblond, physicien, théoricien, essayiste, professeur émérite à l'université de Nice-Sophia Antipolis. Et puis celle que vous connaissez probablement moins parce qu'elle n'exerce pas en France, elle vient de Belgique, c'est Yaël Nazé, astrophysicienne au SNRS, à l'université de Liège. C'est bien ça? Non? Ah, pardon. Tous vont vous raconter pourquoi ils s'impliquent tant dans la communication scientifique et comment ils font. Alors Valérie Masson-Delmotte, j'ai envie qu'on commence avec vous. Vous rentrez tout juste de la COP 22. Le GIEC vous prend énormément de temps. Vos recherches vous accaparent. Et quand on vous demande de venir faire une conférence ou de participer comme ce soir à un débat, un colloque, vous dites toujours oui. Pourquoi? Alors, pourquoi? J'ai pas forcément une réponse évidente, mais j'ai vraiment deux sentiments très forts. Le premier, c'est que j'ai la chance d'être payée par de l'argent public pour faire quelque chose qui me passionne, pour donner libre cours à une forme de curiosité sans qu'on m'ait jamais vraiment dit ce que je devais faire. C'est une liberté formidable, et je pense que c'est important qu'on partage avec le reste de la société les résultats de cette liberté. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, j'ai un sentiment d'urgence par rapport à l'état des connaissances qu'on accumule dans nos petits cercles très agréables de chercheurs, et un fossé entre les connaissances qu'on a dans ce petit cercle et puis l'état des connaissances sur des sujets qui sont sensibles pour la société, comme celui du changement climatique, dans le reste de la société. Et donc j'ai ces deux dimensions-là, le sentiment de devoir rendre ce que la société me donne, et d'autre part, le sentiment que je dois partager ces connaissances, en particulier parce qu'elles touchent à des sujets qui sont importants pour notre avenir. Le fait que vous soyez une spécialiste du climat joue évidemment, forcément. Alors, je suis une spécialiste du climat, mais mes travaux personnels ont porté beaucoup sur des choses qui peuvent sembler très techniques. Comprendre, par exemple, comment la variabilité de la situation météorologique affecte le rapport entre les molécules lourdes et légères de la vapeur d'eau. Comprendre comment on peut extraire, à partir de carottes de glace, une information sur les températures passées. Ça passe par des choses aussi qui sont très techniques, et ça c'est commun en fait à tous les domaines scientifiques. La réalité de ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est souvent très pointu, très technique, mais je pense qu'on peut le partager et qu'on peut créer aussi une curiosité par rapport au progrès des connaissances. Et le travail que je fais autour des carottes de glace, il joue aussi sur une part d'imaginaire, parce qu'on va accéder à des zones difficiles d'accès où tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller facilement, parce qu'on essaie de repousser les frontières des connaissances en essayant d'obtenir les enregistrements les plus anciens. Et ça, c'est aussi des choses qui sont partagées par tous les domaines des connaissances, je dirais. Alerter les gens sur le réchauffement climatique et les causes du réchauffement climatique, ça fait quand même partie des sujets pour lesquels on vous appelle. Alors moi, j'aime pas trop le mot alerter, moi je préfère partager. Oui. Partager, pourquoi? Parce qu'en fait, le climat change et c'est une réalité. Et ce qui est important, c'est arriver à donner sens à ce qu'on observe, donner sens à ce qu'on ressent. Qu'est-ce qui fait partie de l'aléa naturel, le hasard de la situation météorologique, et qu'est-ce qui est la marque de la réponse du climat à une cause, et en particulier par rapport à la manière dont nous, on perturbe profondément ce système-là. Et quand j'entends, par exemple, les débats politiques récents, je me rends compte à quel point on a échoué à partager avec tout le monde, et en particulier des candidats de très haute fonction dans tous les pays, le constat que, par exemple, l'influence de l'homme sur la composition atmosphérique, il est clairement établi, on a des preuves, il n'y a aucun doute possible, et que tous les travaux scientifiques publiés à ce jour
montre que l'explication principale du réchauffement global depuis les années 1950 tient à l'augmentation de l'effet de serre. Et c'est une physique qui est bien établie. Quand on rajoute des gaz à effet de serre, on empêche de la chaleur de partir vers l'espace. Et puis cette chaleur s'accumule, elle réchauffe l'air, les sols, les océans en surface, en profondeur, elle fait fondre les glaces. Et puis on enclenche un certain nombre de mécanismes que nous, on essaie de mieux comprendre et mieux prévoir. Et donc cette physique-là, c'est aussi une physique qui est utilisée par mes collègues en astrophysique pour comprendre les conditions sur différentes planètes, etc., pour même observer l'univers. Et donc c'est quelque chose qui est bien établi et pourtant qui n'est pas encore compris et partagé assez largement. D'où ce sentiment d'urgence. Roland Lehoucq, tous les grands sujets de société aujourd'hui ont un rapport quasi direct avec les sciences. On a parlé de l'environnement, on a parlé du climat, mais si on parle des nanotechnologies, du nucléaire, c'est en rapport avec les sciences. Oui, j'ai l'impression que les humains doivent évoluer avec les techniques et les objets techniques qu'ils produisent, qui sont résultats de sciences fondamentales qui ont été faites, et puis aussi de développement technique plus particulier. Mais qu'on pense au téléphone portable, au GPS ou à je ne sais quoi, il y a de la physique fondamentale dedans. Si elle n'était pas là, si elle n'avait pas été faite en amont, on ne permettrait pas la faisabilité de ces objets-là. Et il y en a bien d'autres, évidemment. Et donc, les humains évoluent avec leurs techniques. Et donc, c'est important d'étudier cette jonction entre les humains et les objets techniques qu'ils produisent, parce que ça transforme le monde. D'abord, ils font ces objets pour transformer le monde. Ils veulent creuser des tunnels, se déplacer plus vite, faire je ne sais quoi, faire des bâtiments. Donc ils transforment le monde, ils transforment la matière. Ils transforment la matière aussi pour, comme on dit, produire de l'énergie. Donc ils ont besoin d'avoir des moyens de plus en plus importants pour transformer la matière de manière de plus en plus efficace ou de plus en plus volumineuse. Et donc, il y a des conséquences sur le monde dans lequel ils vivent, et puis c'est des objets techniques qui ont des conséquences sur les humains eux-mêmes, sur la façon dont les humains interagissent, sur la façon dont les sociétés humaines se structurent, et ces conséquences-là, elles sont tout aussi importantes que l'effet sur la matière inerte. Donc les humains évoluent ou coévoluent avec des objets techniques qu'ils produisent, et cette interface-là est extrêmement intéressante. Alors moi, j'en suis pas spécialiste comme astrophysicien, mais comme mon dada, c'est d'utiliser la science-fiction pour parler de science. Et il se trouve que la science-fiction, justement, c'est la seule littérature qui envisage ce lien qu'il peut y avoir entre la technique et les humains, parce que la science-fiction, c'est pas de la science, c'est d'abord des histoires avec des humains dedans, et des extraterrestres éventuellement, mais qui sont finalement des miroirs d'humains. Mais voilà, cette évolution-là m'intéresse beaucoup. Mais de manière, je suis pas un spécialiste de ça, bien sûr, moi, je fais ça en amateur. Pour le comment vous faites, on en parlera tout à l'heure, mais pourquoi vous le faites, Roland Lehoucq? Voilà, c'était ça la question. Vous m'avez posé sur l'évolution des techniques. Oui. Alors, sur pourquoi je le fais, vous participez à des ouvrages. Vous êtes comme Valérie Masson-Delmotte. On vous appelle pour une conférence même dans une école. Vous dites toujours oui. Pourquoi est-ce que vous dites oui? Vous participez beaucoup pour organiser le festival d'astronomie de Florence. Vous organisez les Utopiales à Nantes. Mais ça prend du temps, tout ça. Pourquoi vous faites ça? Je fais ça parce que je suis faible, donc je réponds toujours oui. Ça, c'est une première réponse. Et d'ailleurs, des fois, je regrette. Pas ce soir, bien sûr. Et deuxièmement, je fais ça parce que ça me fait plaisir, d'abord. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à comprendre les sciences. Moi, je m'intéresse aux sciences. J'ai un goût pour comprendre la nature, disons, depuis que j'ai 6 ans, on va dire. Mes parents m'ont raconté qu'à 6 ans, ma profession annoncée, c'était « je veux être savant ». Bon, alors, je ne me rappelle pas de ça, c'est ce qu'on m'a dit, donc je ne sais pas si je suis arrivé à être savant. En tout cas, j'avais déjà des ambitions, tout petit. Et puis, il se trouve qu'ensuite, j'étais plus attiré par l'astronomie, l'astrophysique. J'ai fait des camps d'astronomie. Il y a ici dans la salle des gens avec qui j'ai fait des camps d'astronomie comme animateur. Et puis après, maintenant, des grands anciens, c'est des amis de 30 ans maintenant, on ne rigole plus. Et donc j'ai toujours eu du goût pour apprendre des choses et comprendre le monde. Ça m'a toujours intéressé, même si j'étais pas une vedette particulière en classe. Ça m'a toujours amusé. Et j'ai toujours eu du plaisir à comprendre, finalement, à lever le voile de ce qui se joue devant moi et à réaliser que le monde n'en était que plus beau, finalement. C'est pas, on pourrait croire, ah oui, mais on lève le mystère de la façon dont fonctionne le soleil, ou dont pourquoi le ciel est bleu, ou je ne sais quoi dans la vie quotidienne, que ce soit d'ailleurs dans le vivant ou dans l'inerte. Eh bien, lever ce voile, au contraire, je trouve, moi, toujours intéressé, parce que ça rajoute une dimension supplémentaire. On a le même plaisir à être sous un beau ciel bleu avec un beau soleil. Et en plus, moi, je comprends comment le ciel est bleu et pourquoi le soleil brille, disons, ou comment il brille. Et donc, ça rajoute des couches supplémentaires à une vision qui, sinon, se limiterait à nos seuls sens, qui sont déjà, évidemment, assez importants. Donc, ça, j'ai du plaisir à comprendre ce monde. Et moi, comme j'ai du plaisir à comprendre ce monde, j'essaie de partager ce plaisir-là, d'abord, de se faire plaisir avec le fait de comprendre le monde. Et alors,
cette affaire-là, elle passe par deux choses. Il faut d'abord, il y a des connaissances à avoir, il y a des éléments factuels à comprendre, je ne sais pas, la loi de gravitation, par exemple, ou la loi de la diffusion de la lumière solaire sur l'atmosphère de la Terre. Il y a de la physique à comprendre, il y a des éléments à comprendre, mais il y a aussi une autre chose qui me paraît importante, ça c'est venu plus tard, quand je suis devenu vieux, plus vieux, et c'est de réaliser que il n'y avait pas que ça qui était important, et dans ce sens-là, je rejoindrai un peu les aspects dont parlait Valérie, qui est la façon dont on a compris ce que l'on comprend. C'est-à-dire la méthodologie, la science ne se définit pas par ses sujets, c'est de faire réaliser au public, en général, aux étudiants en particulier, mais que la science ne se définit pas que par les sujets qu'elle se choisit, mais aussi par la façon dont elle les envisage. Et que comprendre la façon dont fonctionne la science, ça permet d'abord comprendre quand un scientifique on lui dit alors Valérie, 3 ou 4 degrés. Elle dit oui, ça va, Valérie, 3 ou 4. Et elle ne peut pas dire 3 ou 4 degrés de plus, ça va dépendre, c'est compliqué. Et du coup, elle peut expliquer pourquoi c'est compliqué. Mais le grand public ne comprend pas pourquoi c'est compliqué si on ne lui explique pas comment fonctionne la science, comment sont validés les résultats scientifiques, et en particulier quand on voit dans le climat ou dans d'autres domaines dont Guillaume Lecointre est aussi très familier, sur le vivant, sur toute la mouvance créationniste, etc. On ne peut pas faire comprendre au grand public la façon dont s'établit... Enfin, si on ne fait pas comprendre au grand public la façon dont s'établissent les connaissances scientifiques, alors il ne peut pas les comprendre en elles-mêmes pour ce qu'elles sont et pour leur volonté d'universalité. Et donc, j'ai petit à petit shifté vers parler des connaissances scientifiques, mais aussi sur la façon dont elles sont acquises, qui me paraît très importante. Jean-Marc Lévy-Leblond, même question. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous aussi, vous donnez énormément de conférences. Vous avez même découvert que vous adoriez faire ça, mais il y a d'autres motivations. C'est-à-dire que pour moi, faire de la science, c'est à la fois faire de la recherche, essayer de produire du savoir nouveau, mais c'est aussi le partager. Moi, j'ai l'impression de ne faire qu'un seul métier. Les universitaires que nous sommes censés être des enseignants-chercheurs, mais j'aime pas trop cette dualité. Pour moi, c'est le même métier. Je suis enseignant parce que je suis chercheur parce que je suis enseignant. Et en ce qui me concerne, quitte à choquer un certain nombre de mes collègues, je trouve que la professionnalisation de la recherche pure, sans qu'elle s'accompagne de tâches d'enseignement, de diffusion, de médiation, tout ce que vous voulez, pose de sérieux problèmes. Donc, pour moi, ça n'a jamais été quelque chose que je faisais en plus de mon métier de scientifique. Ça fait partie intégrante de mon métier de scientifique. Alors, pourquoi? Bien, d'une part, parce que j'ai la conscience aiguë que la science est une activité humaine collective depuis des siècles, et que cette activité collective, elle est faite effectivement à la fois par ceux qui sont des grands découvreurs qui engendrent des nouvelles idées, mais aussi par tous les petits tâcherons de la science dont je fais partie, qui ne font peut-être pas des découvertes extraordinaires, mais qui participent à les rendre plus clairs, à les expliquer, et peut-être à former justement les futurs grands découvreurs, génies de demain. J'ajoute une chose qui pour moi est tout à fait capitale, et qui est encore une façon de montrer à quel point ces deux activités, c'est-à-dire produire du savoir et le partager, vont ensemble, c'est que je n'ai le sentiment de comprendre quelque chose que lorsque je suis arrivé à l'expliquer à quelqu'un. Ce quelqu'un pouvant être ma femme, mes petits-enfants, une classe de CM2 ou mes étudiants. Et il m'est arrivé plusieurs fois, sur des sujets que je croyais avoir compris, de buter dans un exposé public, un cours ou une conférence. Je voyais que ce que je racontais... ça passait pas. Je voyais bien qu'il y avait, par exemple, chez les étudiants, parmi les meilleurs d'entre eux, ça clochait. Je voyais que... Et du coup, je me retourne vers moi-même, je me dis, mais au fond, ils ont raison de ne pas comprendre parce que ce que tu as dit, c'est pas clair du tout. Et c'est pas clair pour moi. Alors, dans la majorité des cas, c'était pas clair parce que je n'avais pas compris certains éléments que j'aurais dû maîtriser plus tôt, mais dans un nombre non négligeable de cas, ça n'était pas compris, non seulement de moi, mais de personne. C'est-à-dire qu'il restait des failles dans la connaissance admise,
Et ces failles m'étaient révélées par la difficulté de transmettre ces connaissances. Et plusieurs de mes travaux de recherche, au sens fort du terme, de recherche fondamentale dans les revues scientifiques, sont nés comme ça, d'un regard d'étudiant, d'un éclair d'incompréhension, si j'ose formuler les choses ainsi. Et donc, ça a toujours été pour moi, non pas je sais pas, non pas par dévouement, par grandeur d'âme, par générosité, pas du tout. C'est simplement parce que je n'ai l'impression de faire de la science que si, simultanément, je travaille sur des savoirs nouveaux et je les partage pour les comprendre. Et je vois Valérie Masson-Delmotte et Roland Lehoucq qui font oui de la tête, et j'ai l'impression que c'est pareil pour eux. Yaël Nazé, vous, quelles sont vos motivations? 10 livres en 10 ans, des conférences, des conférences, des conférences. Pourquoi vous faites ça? Je vous rassure, je ne dis pas oui tout le temps. Ça dépend de mon agenda. Non, mais je crois que je ne vais pas vraiment apporter grand-chose après les 3 réponses. C'est au départ vraiment un émerveillement personnel face à des choses scientifiques. Je veux dire, c'est quand même super intéressant, et de vouloir partager cela, de vouloir en faire profiter tout le monde, de se dire, mais c'est quand même génial, écoutez-moi 2 secondes, je vais vous raconter un truc. Et puis évidemment, effectivement, avec le temps, on se rend compte aussi que les gens ne comprennent pas du tout le fonctionnement de la science, et que c'est aussi intéressant de leur montrer comment ça marche, les ressorts qu'il y a derrière, au-delà de toute science pure, quoi, de tout fait scientifique. Mais pourquoi, quand scientifique. on est scientifique, c'est important de montrer aux autres comment ça marche? Vous avez envie de leur dire, je crois moi que ça va j'ai au-delà aimé... du scientifique. Enfin, je veux dire, si vous prenez un artiste, il va aussi avoir envie de parler de ce qu'il fait et de partager. Donc, je crois qu'on retrouve ça un peu partout. Maintenant, que ça soit accepté ou pas par les collègues, ça c'est une autre question qui est parfois un petit peu délicate. Mais bon, voilà. Allez plus loin, qu'en pensent les collègues? Généralement beaucoup de mal. Pourquoi? Parce qu'ils disent si tu passes du temps à écrire des livres ou à animer des conférences, pendant ce temps-là, tu fais pas de la recherche, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a plusieurs choses. Il y a le fait de la perte de temps, ça c'est l'excuse classique. Hein. Je veux dire, c'est t'es pas payé pour faire ça, t'es payé pour faire de la recherche, fais pas ça, quoi. Et moi, je dirais que c'est. Enfin, j'avais même posé la question à mon organisme de financement, qui est le FNRS. Et eux, enfin, officiellement, c'était interdit pendant mon temps libre, donc pendant mon temps de travail. Donc je suis obligée de le faire en dehors. Très officiellement, enfin, je veux dire, c'est pas permis, quoi. Mais au-delà de ça, je veux dire, dans toutes les commissions, quoi, on dit, mais non, écoutez, elle fait pas de science, elle fait. Je veux dire, à la limite, il y a des fois où on ne regarde même pas le CV des personnes. On dit, non, attendez, on le connaît parce qu'il passe à la radio ou à la télé, et on regarde même pas sa production scientifique. On ne se pose même pas la question, quoi. Ça a l'air d'être, à la limite, même antinomique. Oui, mais il ne peut pas être un bon scientifique s'il fait de la vulgarisation. Ça va même jusque-là. Puis, bon, évidemment, il y a aussi des considérations peut-être plus personnelles qui entrent en ligne de compte, des gens qui, tout simplement, sont jaloux que d'autres savent expliquer, pas eux. Et que, du coup, on reçoit des coups de fil pour nous et pas pour eux. Et ça pose aussi parfois un certain nombre de problèmes. Voilà, il faut vivre avec, je vais dire. Roland Lehoucq, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Yaël Nazé vient de dire? La jalousie, l'envie des autres, le fait qu'on pense que quand on communique beaucoup, on ne fait pas beaucoup de science, alors que des études du CNRS montrent le contraire, que quand on communique beaucoup, souvent, on produit aussi beaucoup de connaissances scientifiques. Oui, alors moi, j'ai pas ressenti ça tout à fait dans mon expérience personnelle, même si, bon, il peut toujours y avoir des jalousies et des choses, mais le CEA où je travaille est plutôt bonne fille, donc oui. J'arrive à pouvoir mener un peu de recherche et beaucoup de diffusion et d'enseignement, parce que je trouve que j'enseigne aussi beaucoup. Et en fait, hein? Oui. Oui. Ah oui, non, mais je conteste pas. Les questions, c'est après, madame. Les questions, c'est après. On laisse parler Roland. Du coup, voilà, j'ai jamais ressenti ça vraiment, mais en même temps, il y a toujours quand même on n'écrit pas ou on fait pas des conférences pour les scientifiques, mais on vit avec eux d'une certaine façon. Oui. Et donc ça, c'est embêtant. Ça veut dire que
s'ils ne sont pas contents, même si ce n'est pas eux que vous adressez, s'ils ne sont pas contents, vous les avez sur le dos, entre guillemets, tout le temps, vous les avez dans votre laboratoire. Donc c'est toujours un statut un peu compliqué de parler de science, d'enseigner, de parler de science, disons, à l'extérieur, et en même temps de vivre dans la communauté scientifique, parce que eux, ils vont remarquer tout de suite les manques de ce que vous avez dit, les manques, le détail fin, les précisions, etc. Mais en même temps, évidemment, on ne peut pas tout dire en un temps fini, et surtout souvent en cours. Donc voilà, il y a une espèce d'équilibre à trouver, et puis à la fin, bon, ben, on le fait, hein, comme elle, ben, on le fait, et puis voilà, parce qu'on y trouve aussi un intérêt, il y a une manière d'utilité sociale aussi à faire ça. Enfin, comme tout à l'heure disait Jean-Marc, j'étais absolument d'accord avec lui. Moi, je me ressens comme chercheur, en même temps enseignant, même si au CEA, on n'est pas enseignant-chercheur, comme on peut l'être à l'université, ou chercheur tout court, on est plutôt chercheur tout court, entre guillemets, comme on l'est au CNRS. Mais je me sens utile socialement, à la fois en faisant de la recherche, à la fois en faisant de l'enseignement et de la vulgarisation. Et au fil du temps, il se trouve que j'ai l'impression que mon utilité sociale est encore plus grande pour moi, parce que je ne pense pas être un chercheur particulièrement brillant, comme disait Jean-Marc, on est un peu tout le monde dans le truc. Il y a les grands compositeurs, et puis il y a tous les interprètes. Et les interprètes ont intérêt aussi, pas que les grands compositeurs, parce que les grands compositeurs ne sont pas toujours de bons interprètes de leurs propres œuvres. Et l'interprète, lui, peut ajouter quelque chose dans la vision du monde qui a été proposée par le grand compositeur, et en renouvelant la façon dont on entend l'œuvre, en l'interprétant différemment. Et moi, je me sens plus comme un interprète de la science que des grands anciens, ou des grands anciens toujours existants, ont fait. Et ça ne me gêne pas de ne pas être un grand compositeur de la science. Ça me suffit d'être un interprète de la science, j'espère aussi bon que possible. Et il faut des deux. Et je pense qu'il faut des deux, parce que s'il n'y a que des grands compositeurs, il n'y a pas d'orchestre. Moi, je dirais que vous êtes un virtuose de l'interprétation. Je vous ai vu plusieurs fois en conférence. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Marc Lévy-Leblond, quand on communique, quand on parle de science, il y a le regard des collègues qui est très important. Et parfois, moi je connais pas mal de scientifiques qui n'osent pas s'exprimer parce qu'ils ont plus peur du regard du collègue, du gars du laboratoire d'à côté, qui va se moquer, qui va dire mais t'as un peu trop vulgarisé, t'es allé trop directement à l'essentiel, t'as oublié de dire telle chose, etc. Et que, du coup, on n'ose pas aller vers le public. Est-ce que vous sentez ça ? Oui, c'est vrai, mais je crois que la question est moins celle de la réaction individuelle de tel ou tel collègue. Ça peut exister, les formes de jalousie, bien sûr, ça existe. Mais le problème me paraît plutôt relever des formes institutionnelles de l'organisation de la pratique scientifique. Ce qui est très intéressant, Yael Nazé disait tout à l'heure que dans son organisme, le FNRS, c'est quasiment interdit. En France, c'est pas du tout le cas. C'est même au contraire recommandé. Depuis la loi d'orientation dite Chevènement de 82, la diffusion de la connaissance scientifique fait partie des missions du chercheur. Donc, on va dire, formidable, la loi fait que... Oui, sauf que la préparation des chercheurs, leur formation professionnelle ne leur donne aucun élément susceptible de les aider dans ces tâches-là, premièrement. Et deuxièmement, la reconnaissance professionnelle qui les amène à franchir différents échelons est très peu basée là-dessus. Là encore, sur le papier, tout est formidable. Le CNRS, sur le papier, c'est bien. On vous demande de faire état de vos participations aux différentes activités publiques. Dans la pratique, quand vous regardez le fonctionnement des commissions, on s'aperçoit que ce sont quand même les publications de la recherche fondamentale qui l'emportent, et de très loin dans l'évaluation qu'on fait. Donc il me semble que c'est au niveau vraiment de l'institution, plus qu'au niveau des réactions individuelles des collègues, qu'il reste encore des progrès à faire. Valérie Masson-Delmotte, vous communiquez beaucoup. Je vous ai vu aussi en conférence. Vous êtes excellente aussi. Où est-ce que vous avez appris ? En fait, alors moi, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit avant. En fait, moi, je pense que je suis restée vraiment enfant. Vous avez utilisé le mot de s'émerveiller. Moi, c'est quelque chose qui est très fort. Un des plaisirs les plus grands que j'ai, c'est quand je lis les articles de collègues. C'est triste à dire, hein, mais parfois, en fait, je lis les sommaires des journaux scientifiques, et puis j'attrape un article, je lis, et je trouve ça génial. L'approche, l'angle, la méthode, le résultat. Et donc, ce côté émerveillement devant une forme de créativité, enfin, l'intelligence qui est à l'œuvre, moi, c'est quelque chose qui vraiment fait partie de l'intérêt pour les sciences, et ça remonte à mon enfance. Et donc, j'aime beaucoup échanger avec des enfants qui sont très francs,
qui sont curieux, et je pense qu'il y a ce côté d'émerveillement avec un échange qui va dans les deux sens. Vous l'avez tous bien exprimé, bien mieux que je saurais le faire, que c'est dans les deux sens. Ça nous interroge sur ce qu'on ne comprend pas, ça nous demande de dire quand on ne sait pas. Je crois que ça c'est un point qui est très important, d'arriver simplement à dire qu'on ne sait pas, de le reconnaître. Et je suis souvent très choquée quand je regarde la télévision, ça m'arrive pas trop souvent, mais quand je la regarde et que je vois des soi-disant experts qui ont un avis sur tout, parfois pas toujours très étayé, et qui ne disent pas quand ils ne savent pas. Et je pense qu'on a cette spécificité, peut-être par la recherche, aussi d'arriver à dire là où les questions restent ouvertes et on n'a pas de réponse. Et alors sur la façon de le faire, sur le tas. Sur le tas, on m'a demandé d'aller... Alors moi, j'ai jamais demandé l'avis à personne, j'ai jamais demandé au CEA, à ma hiérarchie, à rien, je l'ai fait. Donc on m'a demandé d'aller dans des classes, je l'ai fait, puis au bout d'un moment, on m'a demandé d'y retourner, puis je l'ai fait, puis après, j'ai fait des tests avec les élèves de ce qu'ils avaient retenu. C'était pas toujours terrible, donc j'ai retravaillé. J'aimerais bien le faire avec les adultes un peu plus. Et puis j'ai fait du média training, très utile, sur finalement comment, quand on parle avec le très grand public, quel est le niveau de connaissance des gens. Et on m'a dit c'est un niveau fin de 5e, donc je suis allée en 5e. C'est dur en 5e, c'est des ados. C'est dur d'être adulte dans une classe d'ados. Mais c'est vraiment intéressant sur... je pense qu'en fait les 5e d'aujourd'hui connaissent beaucoup plus de choses que la plupart des adultes. C'est possible, oui. J'ai aussi participé à des choses récemment qui m'ont encore interrogée d'une autre manière, parce que souvent, quand on est invité dans une classe, quand on fait une exposition, une porte ouverte dans un labo, on a un public qui vient, qui a un public qui a une démarche active, qui est un peu particulier. Et j'ai été exposée à l'inverse, c'est-à-dire intervenir dans des contextes où les gens ne voulaient pas entendre parler un chercheur. Par exemple, une assemblée générale d'actionnaires d'une banque. Ah. Par exemple, alors ça donnait quoi ? Par exemple, le train du climat, où le train du climat, il a tourné en France, il a tourné au Maroc, il va retourner en France, et c'est des doctorants, des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs qui font les guides d'une petite expo. Et on a le très grand public qui vient, parce que c'est là, c'est en gare, c'est gratuit, ils s'ennuient, ils viennent voir. Et là, c'est vraiment intéressant. Parce que c'est des gens qui ne vont pas chercher à avoir un contact avec le monde de la recherche, qui leur paraît peut-être parfois loin de leurs préoccupations. Et on peut avoir des choses qui sont formidables là. Et donc moi, ce qui me motive, c'est quand j'ai un échange avec des gens en face, quel que soit leur âge, leur profil, qui ont à un moment donné la petite étincelle où ils ont envie de comprendre. Voilà. Ça, c'est votre moteur, ça fait partie d'un de vos moteurs. La chose compliquée, c'est arriver à trouver comment faire cette petite étincelle où on voit ça dans les yeux des interlocuteurs. Et c'est parfois difficile, parfois on échoue, parfois on se rend compte qu'on est nul, que les élèves, les étudiants, les gens s'endorment. Ça arrive aussi. Et c'est pas toujours évident de savoir comment réagir, donc moi je regarde, j'admire ce que les autres font. J'admire énormément toutes les autres initiatives qui peuvent exister pour rendre ça plus vivant, plus juste en fait. Jean-Marc Lévy-Leblond, est-ce que vous avez des trucs, vous, qui marchent quand vous faites des conférences ? Comment vous avez appris ? Qu'est-ce qui vous plaît quand vous faites des conférences ? Où est-ce que vous prenez votre plaisir ? Et est-ce que vous avez des histoires ? Est-ce qu'il y a des sujets qui marchent mieux que d'autres ? Oui, il y a le micro. Oui, il y a des sujets qui marchent mieux que d'autres. De façon générale, dans tout ce qui est médiation scientifique, il suffit que vous écriviez les origines d'eux et après vous mettez de l'univers, de la vie, du langage, de l'homme, etc. Mais c'est normal, c'est normal. Cette interrogation sur les origines, nous la partageons tous. Et elle n'est pas seulement le fait du grand public, c'est aussi pour ça probablement que, en tout cas, un certain nombre d'entre nous sont devenus des scientifiques, c'est qu'on partageait ce genre d'interrogation-là. Donc il me semble, premièrement, qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre le questionnement, fut-il relativement vague, relativement métaphysique, du grand public, et les questions que vous avez été amenés petit à petit à rendre plus précises, probablement, du coup, moins large, moins satisfaisante que vous faites en tant que chercheur. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que non, j'ai pas de truc parce que j'ai une expérience qui commence à être relativement longue, qui suit en décennies, et on voit bien que c'est le métier d'enseignant, ou plus généralement d'ailleurs de partageux du savoir, c'est un artisanat, c'est-à-dire que ça s'apprend sur le tas. Moi, j'ai resté toujours relativement sceptique devant quitte à choquer un certain nombre de mes amis, je suis relativement sceptique sur les théories didactiques et pédagogiques. Je ne dis pas qu'elles sont inutiles, mais c'est avant tout un artisanat, ça s'apprend en le faisant. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des éléments essentiels. J'en citerai un pour reprendre et amplifier ce que Roland disait à l'instant. C'est dire ce qu'on ne sait pas.
dire où s'arrête notre savoir. Ne donner à aucun moment l'illusion que nous savons tout, que nous avons réponse à tout, et que, je peux donner un exemple tout récent, j'ai fait plusieurs conférences ces derniers temps sur les couleurs du ciel. Donc j'ai expliqué pourquoi le ciel était bleu. Bon, c'est très bien d'expliquer pourquoi le ciel était bleu. Puis j'ai pris un autre phénomène qui est formidable, qui est le rayon vert. Vous savez, quand le soleil se couche sur l'horizon, au dernier moment, si l'horizon est bien dégagé, etc., vous avez une espèce de flash vert émeraude absolument formidable. Eh bien, pourquoi c'est vert alors que la théorie élémentaire devrait vous dire que ça serait plutôt bleu-violet? Eh bien, on ne sait pas bien. Donc, sur un phénomène absolument visible de tout un chacun, il reste des méconnaissances. Et ça, c'est formidable de pouvoir dire aux gens, il reste des choses à comprendre, pas seulement sur les quasars les plus lointains ou sur les quarks au sein des noyaux. Hein? Il en reste aussi sur les quasars. Ah oui, non, j'ai dit pas seulement. J'ai dit pas seulement. Et même dans le monde quotidien autour de nous, il y a beaucoup de problèmes dont certains relèvent d'une pure curiosité ou de l'esthétique, mais dont d'autres sont des problèmes techniques non résolus. Donc, assumer les limites de son savoir, d'une part, et d'autre part, deuxième élément qui me paraît capital, ne jamais sous-estimer la difficulté, au contraire, c'est-à-dire ne pas dire aux gens, mais tu vas voir, c'est facile, il n'y a aucun problème, tu vas comprendre, prends-moi par la main, ouvre tes oreilles, ferme les yeux, et puis tu vas comprendre. Non, je crois tout l'inverse. Je crois que quand on aborde un sujet qui n'est pas connu de ceux qui vous écoutent, il faut au contraire leur dire, attention, c'est pas simple, il y a un pas considérable à faire, il faut réfléchir, il faut penser, mais c'est ça qui est gratifiant. Parce que si vous leur dites mais non, c'est très facile. C'est pas marrant quand c'est trop facile. Ou ils comprennent, mais c'est très facile, c'est pas gratifiant. Ou ils comprennent pas et vous leur avez dit que c'était très facile, ils sont extrêmement déprimés. Si vous leur dites c'est difficile, s'ils comprennent, ils sont très heureux. S'ils comprennent qu'à moitié, ils disent bon, ben, c'est très difficile. Et moi, j'ai vécu ça de façon très très directe avec mes petits enfants ou les enfants de. Moi, c'est aussi ce que je préfère. Hein. Les CM2 et les 6e, c'est le public absolument idéal. C'est de leur dire, par exemple, le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, vous avez du mal. Ben oui, mais c'est normal que vous ayez du mal. Thalès, c'était un des plus grands génies de l'humanité il y a 2600 ans. Il a fallu des grands génies pour trouver ça. Ça prouve bien que c'était pas facile. Vous vous rendez compte, maintenant, vous avez 11 ans, 12 ans, et vous pouvez accéder à une connaissance qui n'était assumée que par une poignée de personnes pendant l'histoire de l'humanité. Vous vous rendez compte à quel point c'est formidable? Oui, c'est difficile. Et je suis frappé, je termine juste par ça, je suis frappé du fait qu'en science, on ne met pas assez l'accent là-dessus, alors qu'il y a d'autres domaines de la vie sociale et de l'éducation en général, où au contraire, on y insiste. Le sport, par exemple, on ne raconte jamais aux enfants que c'est facile de tirer un but comme Zidane ou de courir aussi vite que Usain Bolt. On leur dit non, ça c'est très difficile, mais à ton échelle à toi, tu peux surmonter des difficultés et tu verras à quel point c'est gratifiant justement de surmonter la difficulté telle que toi tu peux la vivre. Alors justement, j'attendais des nouvelles de Guillaume Lecointre. Le voici. Bonsoir, installez-vous. Nous sommes en train de parler de l'implication des scientifiques, pourquoi ils le font et comment ils le font. Alors le temps que vous repreniez votre souffle, Yael Nazé, racontez-nous, vous, comment vous avez appris ce qui fonctionne, comment est-ce que vous faites vos conférences, par exemple? Alors bon, au départ, c'est vrai que c'était aussi un peu sur le tas, un peu on essaie, on tente le coup sur les autres étudiants, on voit si ça passe, enfin ce genre de choses, quoi. Et puis bon, petit à petit, je vais dire, on commence à se rendre compte de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, tiens, ça, dans tel contexte, ce truc-là fonctionne bien, et puis celui-là moins bien. Et puis en fait, à certains moments, une chose que moi j'ai particulièrement appréciée, c'est que j'ai été à des conférences qui rassemblaient des vulgarisateurs d'astronomie, et
il y avait parfois des gars qui faisaient de la pédagogie, des choses comme ça. Mais je veux dire, c'était assez large. Et sincèrement, ça m'a appris beaucoup aussi de confronter les expériences, de discuter avec d'autres qui étaient dans le même cas et de voir comment on pouvait aborder les problèmes autrement et essayer d'avancer comme ça. Moi, personnellement, ça m'a apporté beaucoup, cet échange avec l'autre. En plus, c'est très, très motivant parce que pour une fois, on n'était pas tout seul, on était un ensemble de tous complètement pétés à vouloir faire de la vulgarisation, ce qui était très sympa. Mais maintenant, c'est vrai que je trouve quand même qu'avoir une partie au moins les techniques de base, savoir quelque chose d'important, ça me semble important pour les doctorants, par exemple. Et donc, moi, à l'université, je propose maintenant un cours de communication de la science, justement pour essayer de donner quelques bases, de les faire avancer et de leur faire comprendre que, oui, tu écris très bien ton abstract de papier, mais si tu parles à des gamins de 6 ans, ça ne va pas passer. Hein. Et donc, essayer de leur faire le premier pas. Évidemment qu'il ne remplacera jamais l'expérience, hein, mais au moins le premier pas pour qu'ils puissent le faire. Et pour adapter le discours. Pour adapter le discours, pour se rendre compte un peu des contraintes aussi. Parce que, il y a aussi beaucoup de scientifiques qui ne comprennent pas pourquoi, quand un journaliste téléphone et c'est pour le journal télévisé, il doit répondre tout de suite et pas attendez, je vais répondre dans 2 jours, c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des choses comme ça sur le fonctionnement des médias, sur le fonctionnement des écoles aussi. Proposer un truc à 6h du soir. Moyen, quoi. Enfin voilà, ou pendant les vacances, oui, mais bon. Donc il y a des choses aussi comme ça qu'il faut, je veux dire, que le message passe. Je crois que c'est bien d'apprendre sur le thème, mais parfois aussi d'avoir 2-3 infos. Maintenant, j'ai aussi parfois des étudiants qui sont intéressés, qui me disent, mon patron m'a interdit de venir. Ah. Donc voilà, c'est parfois compliqué, mais je crois que ça peut être utile. Maintenant, je dis pas que ce que je fais est le plus formidable, mais je crois que l'échange et partager un peu son expérience, ça fait aussi beaucoup. Oui, Roland Lehoux. Une remarque rapide. Ce que vient de dire Yael, ce que je ressens, ce que ressentent aussi, j'ai l'impression, Jean-Marc et Valérie, et probablement Guillaume, c'est que finalement, communiquer les sciences, c'est une discipline expérimentale, comme la science expérimentale. Vous essayez, ça merde, vous dites... Et si vous tenez compte du réel qui vous revient, ils n'ont rien compris, c'est tous des nuls, mais quand même, je vais travailler un peu, voir si je peux améliorer le coup. Et à la fin, on finit par avoir quelque chose qui fonctionne à peu près, parce qu'on a une démarche expérimentale, et on tient compte du réel, au lieu de dire le réel, on s'en fout, c'est moi qui décide, et on échange avec des collègues, et c'est un travail individuel et collectif d'échange, chacun a sa personnalité, mais aussi il y a des trucs, disons, ou des méthodes, où il y a des grandes lignes qu'on peut apprendre sur le tas, mais en échangeant avec des collègues et par retour d'expérience. Donc c'est exactement la démarche de la science. Et vous allez nous parler de vos trucs, entre guillemets, dans un instant, mais comme Guillaume Lecointre vient d'arriver et que nous avons commencé en vous demandant à chacun pourquoi vous le faites, et que je sais que Guillaume Lecointre a beaucoup de choses à dire sur pourquoi vous communiquez, parce que vous travaillez sur un sujet qui est quand même... pas anodin, vous travaillez sur l'évolution. Il y a des gens qui sont contre les scientifiques quand on parle d'évolution, et vous communiquez justement pour expliquer où en est la science dans ce domaine. Je vous ai peut-être prendre le micro de Valérie. Voilà. Donc la question, c'est pourquoi vous communiquez ? Pourquoi vous faites des conférences ? Pourquoi vous écrivez des livres ? Il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux de réponse. Le premier, c'est le niveau personnel dont vous avez certainement déjà parlé. Faire sa science en tant que professionnel et la communiquer, c'est se forcer à soi-même à redescendre le seau au fond du puits, là où on avait oublié qu'on pouvait le descendre. En gros, le public qui nous renvoie, comme le disait il y a un instant Roland, le public qui nous renvoie l'image de ce qu'on dispense, de ce qu'on donne, nous font nous poser des questions qui nous semblaient évidentes, qu'on avait oublié de se poser. Et on s'améliore, effectivement, je suis d'accord, confronté au public, on s'améliore dans sa capacité à diffuser son propre savoir. Ça, c'est le niveau personnel. C'est ce que disait exactement Jean-Marc Lévy-Lehoux. Voilà, je vous fais un résumé. On est certainement d'accord. Ouais. Pardon, parce que je suis arrivé en cours de route. Mais il y a un niveau plus collectif, qui est que, sans faire de démagogie, on est quand même payé que vos impôts. Et donc... moi, je suis fonctionnaire d'État. Hein, c'est ce que disait Valérie. Voilà, pardon. Et donc, point suivant, OK. Et le troisième point, à ce titre, nous sommes payés pour être les garants de la fiabilité de contenu de connaissances. Et je ne dis pas que nous sommes les garants d'une vérité. Les scientifiques se méfient de cette notion de vérité. En tout cas, nous dispensons des savoirs dont on peut dire, au moment où on les donne, qu'ils sont fiables. Vous pouvez vous y fier.
Alors, ça vous plaît pas. C'est là toute la question du point d'après. Si les savoirs que les scientifiques vous délivrent vous plaisent, ils n'ont pas fait exprès. Et puis si ces savoirs ne vous plaisent pas, ils n'ont pas fait exprès non plus. C'est-à-dire que les sciences sont autonomes dans la validation des savoirs. Je ne dis pas que les sciences sont autonomes dans les applications. La recherche finalisée, la recherche appliquée, elle est bien sûr soumise à l'arbitrage citoyen. Mais quant à la recherche fondamentale, la fabrication de savoir, elle est autonome dans sa validation. Et pour ainsi dire, nous ne sommes pas des prescripteurs dans le champ moral, ni dans le champ métaphysique. C'est-à-dire qu'en fait, que ça vous plaise ou ça vous plaise pas, parce que vous êtes de la religion A, de la religion X, ou pas de religion, c'est pas, en fait, en gros, c'est pas l'affaire des scientifiques. Comme nous ne sommes pas des prescripteurs dans ces domaines-là, nous conservons notre autonomie à dire ce qu'il y a de fiable comme connaissance collective sur le monde réel. Et donc le troisième point, c'est le point politique. C'est-à-dire que au bout du compte, nous sommes les représentants, comme les enseignants le sont d'ailleurs, de la main gauche de l'État qui redistribue une forme de richesse sous forme de savoir gratuit, sous forme de biens publics, et que notre mission est d'initier nos concitoyens à tenir compte de ce que délivrent les sciences comme résultat. Ça plaît pas. Néanmoins, l'éducation, la diffusion des connaissances faites par les musées, faites par les chercheurs vers les publics, ça consiste précisément à redistribuer cette richesse potentielle, mais à initier, à émerveiller pour instruire. Instruire, ça veut dire donner la possibilité de s'emparer de ce que les sciences produisent. Ce que ça reflète effectivement dans la sphère privée, c'est-à-dire dans les options métaphysiques de chacun, ça, effectivement, l'articulation, elle appartient au domaine privé, mais la fiabilité de ce qui est donné appartient au domaine public. Dans l'espace public, effectivement, les représentations, les options métaphysiques de chacun, dans l'espace public, n'ont pas le dessus sur les biens publics que sont les résultats scientifiques. Est-ce que vous pouvez être un peu plus cash, j'ai envie de dire? Il n'y a pas d'idéologie derrière le discours scientifique, politique, religieuse ou sociale, mais en face de vous, il y a des gens qui ont des idéologies. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'idéologie. La source d'inspiration d'un chercheur, elle peut être diverse. On n'est pas naïf, on sait bien que un chercheur, lorsqu'il est inspiré pour répondre à une question ou monter un dispositif expérimental, il n'est pas extirpé de son contexte idéologique, politique, social, économique. Un chercheur, il est dans le monde réel. Mais à la limite, peu importe. Ce qui va compter, c'est le filtre collectif. Et c'est ça qui est important sur le plan à la fois professionnel et politique, c'est que l'activité scientifique à l'échelle internationale, c'est une activité collective. Et ça, on ne le dit pas assez. Nos publics sont nourris de chercheurs qui sont isolés, qui sont des héros ou qui sont des fous dangereux. Au cinéma, d'ailleurs, il y en a plein. Et on montre rarement des chercheurs en activité dans leur collectif professionnel. Pourquoi ? Parce que l'héroïsation du chercheur fait partie des procédés qui, au cinéma, font le public s'identifier au chercheur. Lorsqu'il est un héros, ou font peur lorsque c'est un fou dangereux. Le travail scientifique est un travail collectif, en effet. Et donc, c'est bien de le montrer. Oui, c'est bien de le montrer. Mais ce collectif, qu'est-ce qu'il fait ? Il croise, enfin, il discute. Il y a des controverses normales. Chacun peut être inspiré par à peu près tout et n'importe quoi, pourvu de toute façon qu'il rende le fruit de son expérience explicite dans un article, que cet article soit soumis à des pairs, et qu'une fois l'article publié, ça ne suffit pas pour qu'un résultat fasse partie des biens publics, il faut qu'il ait été corroboré par des observateurs indépendants. Donc au bout du compte, ce processus étant collectif, ce filtre collectif forme ce qu'on appelle l'objectivité. On disait tout à l'heure, pas d'idéologie, pas de religion chez les chercheurs. Individuellement, ils en ont, bien sûr, des idéologies et des religions. À la limite, on leur préconise même de laisser ça au vestiaire du laboratoire, mais quand bien même ne le ferait-il pas, de toute façon, le filtre collectif est là pour qu'au bout du compte, ce qui est délivré soit, on va dire, le plus dénué possible de toutes les incidences individuelles
possible. Alors en face, vous disiez, en face, oui. En face, nous avons des gens qui contestent les résultats des surtout sciences. Sur vos sujets de recherche. Alors on y vient, voilà, bah oui, effectivement. Mais il n'y a pas que chez nous. Valérie pourrait très bien dire qu'en face, il y a aussi des gens qui contestent. Et puis d'ailleurs, en astronomie... C'est parfois les mêmes. Hein. Oui, voilà. Oui, voilà. Alors, il y a effectivement des citoyens qui se coordonnent en association ou en mouvement, on va dire, ou même en think tank, en boîte à idées, soutenus par des partis politiques dans différents pays, et dont le but affiché est de contester la production scientifique, soit par un système d'argumentation, la plupart du temps d'ailleurs, même souvent, pour ne pas dire toujours faillible, extrêmement faillible, mais c'est surtout parfois même pour mimer des institutions scientifiques parallèles. Alors ça ne se fait pas trop en France, quoique on pourrait en discuter dans le détail, mais les États-Unis d'Amérique sont très forts là-dessus. Ils font des instituts scientifiques parallèles, il y a une mimétique du travail. Qui ont l'air sérieux. Ben, ils ont des costards cravates, ce que je n'ai pas aujourd'hui, je suis désolé, mais ils ont costards cravates, ils ont leurs journaux parallèles, et ils font comme s'ils publiaient des articles. Seulement, ça crée, comment dire, une espèce de système parallèle qui cherche à se faire identifier comme scientifique, mais dont le but affiché, et heureusement, eux, ils sont cash, par contre. Si on lit le Wedge Document, par exemple, du Discovery Institute à Seattle, un think tank qui a été créé par les républicains pour entraîner l'intelligentsia américaine vers cette idée que l'évolution, ça ne marche pas, on expliquerait mieux le monde biologique, le monde naturel, par l'intervention d'un concepteur intelligent. Et on se comporte sociologiquement comme des scientifiques, il y a une mimétique du scientifique, mais il y a le programme politique qui est affiché dans ce document, Wedge Document, où on dit dans 10 ans, il faut qu'on ait convaincu l'ensemble de la classe dirigeante américaine. Dans 15 ans, le créationnisme est dans tous les programmes scolaires américains à l'école publique. Et puis, dans 20 ans, il faut que les États-Unis d'Amérique soient devenus une théocratie. Alors, comme ils l'affichent ouvertement, pour nous, ça nous facilite le travail. On dit, mais regardez, ce think tank, il travaille à une théocratie. En fait, il ne travaille pas pour les sciences. Il instrumentalise les sciences dans un but politique qui est clairement affiché. En France, on a des organisations qui font le même travail, mais sans but affiché. Il y a des associations françaises qui sont financées par la très riche fondation protestante, la fondation Templeton. Alors, si vous regardez aujourd'hui le site web de la Templeton, c'est nickel. Hein. C'est inodore. Des noms d'associations la fondation John Templeton, vous allez voir, c'est inodore, incolore. On a l'impression qu'on a affaire à un mécène qui est bienveillant à l'égard des sciences. D'ailleurs, ils traduisent, ils publient tout Darwin. On se dit, c'est des scientifiques. Mais vous ne vous n'y trompez pas. Quand vous faites l'histoire de la Templeton, elle est née en 1987 chez des riches protestants qui ont décidé d'instrumentaliser les sciences pour le progrès de la religion. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une entreprise qui va favoriser les sciences, c'est une entreprise qui va financer des sciences dans le but de faire prendre son efficacité argumentative à une certaine forme à une certaine branche du protestantisme. D'où l'importance pour les scientifiques, les vrais, de communiquer pour faire face justement à ces mouvements. Communiquer Valérie... dans les deux sens, c'est-à-dire faire ce qu'on fait, donner vers le public les positivités de la science, comme on dit, mais aussi, et ça, on n'est pas nombreux à le dire, et c'est pas toujours facile de le faire, instruire nos concitoyens sur la tromperie sur la marchandise. Vous voulez que je sois cash ? Voilà. C'est-à-dire la diffusion des connaissances, c'est pas seulement les petites fleurs, les petits oiseaux, pourquoi il y a des vagues sur la mer, c'est aussi, regardez, là on vous présente comme un truc qui est de la science, ça n'en est pas, et on va vous dire pourquoi ça n'en est pas. Et c'est ça qui est important, les critères de scientificité. Valérie Masson-Delmotte, vous devez faire face aussi à ce genre d'association, j'imagine. Oui, très souvent. Oui. Et comment est-ce que... En fait, moi, je le dirais autrement. Je dirais sur la question climat, c'est particulier. Parce qu'en fait, la mise en cause de l'état des connaissances scientifiques, elle existe dans tous les pays. Elle est forte, encore maintenant. Et elle est motivée par différents aspects. Il y a une vision parfois religieuse. Ça peut heurter une vision de qui définit l'avenir, par exemple. Ça peut heurter une vision par rapport à ce qu'est le progrès. Très profondément, chez nous, par exemple. À l'Académie des sciences, par exemple. Ça peut heurter aussi un tas d'intérêts. Oui. Et en particulier tous ceux qui sont liés aux énergies fossiles. Partout. Voilà. Et donc, il y a ça qui est en face, qui est multiple, divers, qui s'exprime de manière différente.
qui produit parfois des informations à apparence scientifique, exactement, d'ailleurs les mêmes acteurs, Competitive Enterprise Institute, tous ces trucs-là. On les retrouve en fait sur des sujets similaires. Donc ils ont été clairement identifiés comme des marchands de doute finalement. Et moi là, j'admire vraiment le travail d'un certain nombre de personnalités, d'historiens des sciences, le travail de Naomi Oreskes aux États-Unis par exemple, qui a fait une enquête extrêmement fouillée sur le financement des lobbies en fait, et l'organisation sous-jacente à une multitude de documents qui sont mis en ligne, qui sont disponibles, qui sont orientés vers le Congrès américain, vers un certain nombre de chefs d'entreprise, etc. Et c'est compliqué en fait quand on a à faire face à quelque chose qui est organisé, parce que finalement nous les scientifiques on ne l'est pas. On est très démunis par rapport à ça. On est un peu naïf parfois. On pense qu'il suffit d'expliquer et puis que les choses seront comprises. On n'est pas organisé pour répondre à des volontés de semer le doute, même sur notre propre honnêteté. Voilà. Donc il y a cette vraie difficulté qui est là, pour laquelle je pense qu'on n'est pas totalement prêt. Et moi, je partage la même approche, c'est-à-dire il faut apprendre le scepticisme sain, le scepticisme scientifique, expliquer la démarche. Moi, j'ai fait jouer le peer review, la relecture critique par les pairs, à des gamins sur des petites manips, des choses comme ça. Et ils ont compris tout de suite, en fait, quand on réplique l'expérience, même si on ne sait pas plus que les autres, on est capable d'identifier là où il y a des erreurs de raisonnement, et le résultat à la fin est meilleur. Enfin, simplement expliquer cette démarche-là. Et après, par contre, comment... j'ai vraiment un enjeu majeur sur ce sujet-là, c'est celui des sources sur Internet. Comment est-ce qu'on forme les jeunes générations d'aujourd'hui ? Moi, j'ai 2 jeunes filles de 15 et 18 ans. Comment on les forme ? Elles ne cherchent leurs informations que sur Internet. Quasiment jamais dans des livres, que sur Internet. Comment on leur apprend à faire le tri ? Comment on leur apprend que, oui, telle chose bien emballée, bien présentée, c'est tellement bien emballé qu'il faut se méfier. Voilà, et trouver des sources, comprendre où est la démarche sous-jacente, qui s'exprime, pourquoi, un peu comme les historiens le font couramment finalement. Et là, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire. Je pense qu'on est nul. Je le dis comme je le pense, en particulier en France. On est nul par rapport aux ressources qu'on met à disposition par Internet, qui soient des ressources, de la communauté scientifique, qui expliquent la démarche sous-jacente et pourquoi cette source-là d'information est plus fiable, je dirais, parce qu'elle est passée par le filtre de l'objectivité scientifique qu'une autre. Là, je pense qu'il y a vraiment un effort majeur à faire et je ne le cache pas, extrêmement inquiète par rapport à une certaine vulnérabilité que l'on a par rapport à la multitude d'informations qu'on trouve sur Internet. Et on rejoint la première table ronde de l'après-midi où on a beaucoup parlé du sens critique. Courte réaction, Guillaume Lecoing. Je voudrais rebondir sur ce que dit Valérie. J'adhère totalement. On est tellement nuls même que beaucoup de nos collègues n'ont pas analysé les enjeux qui se cachent derrière les contestations ouvertes et organisées et politiquement organisées des contenus des sciences. Beaucoup de collègues, même à l'étranger, pensent qu'il suffit d'avoir un créationniste, par exemple, à côté de soi, à une table, avec un public devant, et puis avoir confiance en ça va être facile. Que ça va être facile. On va lui prouver que son truc, c'est nul. Enfin bon, ça correspond à aucun fait validé. Donc le scientifique se lance dans une bataille naïve de l'argumentation. Mais il n'a pas compris qu'en face, le gars, lui, sa bataille, c'est une bataille de la communication. Je vais vous témoigner ça en direct, ça se passe en France, on est le 23 novembre 2009, c'est l'année Darwin, on invite le Muséum national d'histoire naturelle, je ne devrais peut-être pas le dire en public, mais a la naïveté de laisser France 5 constituer le plateau invité en plein milieu de la galerie, donc un endroit hautement symbolique pour la recherche française. Et France 5, lui, c'est les médias, ils ont des avis divergents. C'est 5 minutes pour les créationnistes et puis 5 minutes pour les scientifiques. Comme disait Philippe Val à Charlie Hebdo, 5 minutes pour les nazis et 5 minutes pour les juifs. Et puis on est en démocratie. Où sont les critères de l'argumentation ? Évidemment, j'ai appelé immédiatement la communication de mon établissement et j'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte du plateau que vous leur servez. Ils ne viennent pas là pour argumenter, ils viennent là pour que, face au public, le public soit amené à penser que leur système d'argumentation est le même que celui que vous utilisez. Ça les crédibilise. Voilà, ça les crédibilise. C'est comme si vous faisiez un match de boxe avec un gars qui a des enclumes dans les gants et puis l'autre, il a juste les mains nues, quoi. Vous voyez ? Et le scientifique a des règles de l'acceptabilité des objections. En science, quand vous dites c'est pas vrai parce que ma grand-mère a dit le contraire, en science, c'est pas une objection recevable. L'argument d'autorité, en principe, je dis pas que les scientifiques soient pas des humains, ils sont faillibles comme tout le monde, mais en principe, l'argument d'autorité n'est pas admissible comme objection à une affirmation. Donc,
c'est juste un petit exemple, mais il y a un certain nombre de règles d'acceptabilité de l'objection en science que le scientifique, lui, va s'astreindre à suivre, alors que son interlocuteur en face, il a les mains libres, tous les coups sont bons. Et donc, pour dire à quel point nous sommes naïfs, le scientifique qui veut réfuter un créationniste devant un public se trompe complètement. En termes de communication, c'est déjà le créationniste qui a gagné, en fait. Donc, soyons vigilants et soyons moins vulnérables sur les véritables enjeux. Alors, par contre, écrire, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Qui doit dialoguer devant ces entreprises ? Certainement des théologiens, oui. Certainement des élus politiques, des représentants des ministères, puisque les objectifs, ce n'est pas les sciences, c'est l'école. Ces gens-là, leurs objectifs ne consistent pas à convaincre les scientifiques. Ils s'en moquent bien, en quelque sorte. Les objectifs sont clairement affichés vis-à-vis de l'espace scolaire, car c'est dans l'espace scolaire qu'on fait les citoyens de demain. Et donc, la raison qu'ils ont de vouloir déguiser un propos théologique en science, c'est le principe du cheval de Troie. Si ce propos théologique est déguisé en science, le cheval de Troie peut rentrer dans l'espace scolaire. C'est ouvertement dit aux États-Unis. Et l'enjeu, c'est l'école, évidemment, c'est pas le laboratoire. Et c'est très dangereux. Jean-Marc Lévy-Leblond, je vous voyais, vous avez envie de réagir. Ouais. Juste pour aller dans le même sens et rajouter une idée à ce que Guillaume Lecointre vient de dire sur la naïveté générale des scientifiques, ça rejoint l'idée que j'avançais tout à l'heure sur le fait que nous ne sommes pas assez formés professionnellement pour remplir ces tâches. Et la question qui se pose là, nous parlons de médiation, vulgarisation, transmission des sciences. Quelles sciences ? Il me semble clair que implicitement, tout le monde, ici, nous autour de la table et vous dans le public, pense qu'il s'agit d'astronomie, de physique, de biologie, de climatologie, etc. Et les sciences humaines et sociales, qu'est-ce qu'on en fait ? Elles sont capitales dans cette affaire-là. Et la naïveté, notre naïveté que nous avons tous explicitée, elle tient très largement au fait que les milieux des sciences, que moi j'ai parfois envie d'appeler inhumaines et asociales, sont assez ignorantes, pour être modérées, par rapport à ce qui se passe. Et Valérie disait très justement tout à l'heure, elle faisait allusion aux travaux des historiens des sciences. Oui, les historiens des sciences, et la France n'a absolument pas à rougir dans ce domaine-là. Il y a une école française d'histoire des sciences depuis des décennies qui fait des travaux absolument remarquables, qui sont reconnus comme parmi les meilleurs au niveau international. Qu'en est-il de la connaissance de l'histoire des sciences par les scientifiques ? Très peu. Très peu. Il n'y a pas d'enseignement de l'histoire des sciences, de la formation des scientifiques. Il n'y a pas d'enseignement de la sociologie des sciences, etc. Or, c'est tout à fait bizarre, parce que si vous prenez d'autres champs, tenez, le champ artistique par exemple, il ne viendrait à l'idée de personne de former dans des écoles d'art des futurs jeunes artistes sans qu'ils passent par l'histoire de l'art. On ne peut pas être artiste si on n'a pas une connaissance de l'histoire de l'art, fût-ce pour rompre avec, pour dire non, mais tout ça, je fais autre chose. Mais justement, si vous voulez faire du nouveau, il faut connaître l'ancien. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un grave déficit dans la formation des scientifiques aujourd'hui. Yael Nazé, ça se passe aussi comme ça en Belgique ? Il n'y a pas d'interdisciplinarité entre les sciences humaines et l'astrophysique que vous pratiquez ? C'est assez difficile, je dirais. Je crois qu'il y a effectivement beaucoup de collègues qui voient les sciences humaines, il faut le dire clairement, hein, d'un œil comme ça, ouais, c'est pas vraiment de la science, c'est n'importe quoi, c'est pas très intéressant. Et il y a un certain mépris assez général, et du coup, ça ne les intéresse pas. Ils vont même pas regarder, quoi. Je veux dire, c'est assez incroyable parfois. Enfin, on peut parfois avoir des choses, des conversations assez sidérantes avec certains collègues, mais bon, voilà. Et je crois qu'effectivement, c'est un tout. Il faut un peu passer partout. Et au niveau de l'histoire des sciences, de nouveau, on a parfois des réactions comme quoi ça ne sert à rien. Il vaut mieux on va leur donner 10 heures en plus de relativité plutôt que 10 heures d'histoire des sciences. Même un petit truc, c'est parfois mal vu. Mais par contre, si je pouvais réagir juste une minute à ce qu'on disait juste avant, il y a une évolution que j'ai vue via un certain nombre d'articles et via le feedback de certains collègues justement aux États-Unis, une évolution qui est, moi je trouve personnellement assez terrible, qui est ce qu'on appelle les safe places. Donc ce sont des endroits où les étudiants peuvent aller
parce qu'ils ne veulent pas entendre certaines parties de cours ou certains cours. Ça s'appelle des safe places. Safe place. Pour ne pas être exposé à la théorie de l'évolution, pour des médecins ne pas être exposés aux actes nécessaires à l'avortement, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, enfin, quelque part, je sais bien que dans certaines écoles, c'est très difficile d'enseigner l'évolution, de l'histoire ou des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a une résistance, mais bon, c'est dans le programme. Et là, maintenant, on a même je vais dire, dans certaines universités, c'est même organisé, quoi. Les étudiants peuvent y aller. Je trouve que cette évolution-là, se dire que finalement, on va avoir des étudiants qui vont se protéger d'idées, mon Dieu, on ne va pas les entendre, mais c'est aller contre le principe même de l'éducation. Et on est en train de rater quelque chose. Et j'espère bien que ça ne va pas dépasser leurs frontières, mais malheureusement, en général, ça s'exporte. Soyons vigilants là aussi. Roland Lehoucq. Oui, je voulais revenir sur le point des rapports, disons, entre sciences humaines et sciences inhumaines, entre sciences dures et sciences molles, on peut dire ça aussi comme ça. Effectivement, les scientifiques de sciences inhumaines sont peut-être pas toujours très au point sur ce qu'il faudrait savoir, peut-être effectivement en histoire des sciences, probablement en histoire des sciences, en sociologie des sciences, en philosophie, etc. Ça, c'est un point. En même temps, et maintenant que j'enseigne à Sciences Po, je constate que les futures élites intellectuelles et politiques de notre pays ne sont pas toujours au courant de ce qui se passe en sciences. Et je donne 24 heures de cours, dont je donne le résumé en une seule phrase dès la première minute du cours. C'est la seule chose à retenir s'ils doivent retenir qu'une seule chose. Il existe des lois qui ne se décrètent pas par un gouvernement, contre lesquelles on ne n'a pas raison, même si on les ignore. Ceux qui ne sont pas d'accord avec cette opinion se jettent par la fenêtre et me prouvent qu'ils vont survivre à leur éjection. Et il n'y a pas de safe place. Exactement. Et donc, il y a des choses dont on ne pourra pas s'extraire au prétexte qu'on les ignore ou qu'on veut les ignorer. Il n'y aura pas de politique de l'autruche possible dans ces situations-là. Donc, à la fois, les scientifiques doivent tenir compte peut-être d'une réalité sociale, d'une part, de connaissances philosophiques, méthodologiques, d'histoire des sciences, etc., qui sont absolument nécessaires à leur prise de recul sur leur discipline et sur la façon dont ils vont en parler, mais en même temps, toutes les sciences humaines, et singulièrement celles qui se targuent de gérer le monde des humains, devraient tenir compte d'un certain nombre de choses que les sciences ont mis en œuvre, ont mis 2000 ans pour faire émerger, et contre lesquelles ils n'auront pas raison par décret. Et donc, il y a cet aller-retour, c'est comme dans les couples, il faut quand même, il y a deux parties, il y a les sciences et la société, disons, ou les sciences humaines, les sciences inhumaines, bref. Il y a une façon de mélanger ça qui n'est pas du tout bien faite en ce moment, pour plein de raisons, et sur lesquelles on peut travailler. Chacun aurait sa part de responsabilité dans l'affaire, mais qui me paraît absolument indispensable, parce que précisément pour des problèmes, par exemple, climatiques, et pour d'autres, il est essentiel que les gens qui ont les manettes du pouvoir en main, ou qui sont décisionnaires pour partie par leur vote peut-être microscopique, mais qui en s'accumulant fait des choses, aient compris comment fonctionne la science, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est de l'ordre du possible, de l'impossible, du plausible, comment ça fonctionne et de quoi ça parle, et comment ça en parle. Ça paraît extrêmement important d'avoir tout ça en tête. Bon, je crois qu'on était d'accord, tout le monde a évoqué ces thèmes-là, c'est extrêmement important. Alors, ce qui est génial, c'est que je ne pensais pas du tout qu'on irait sur ce terrain, mais c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment passionnant. La table ronde s'appelle l'implication des scientifiques. Alors, on va revenir peut-être à des choses un peu basiques. Je vois en tout cas que tous les 5, vous êtes super impliqués et ça fait plaisir. Roland Lehoucq, expliquez-nous de façon de façon basique, comment vous faites. Quand vous voulez parler de science, vous avez un instrument, entre guillemets, c'est la science-fiction. Pourquoi ? Qu'est-ce qui marche ? Alors, je ne sais pas pourquoi ça marche. J'ai la position d'un artiste qui vend des œuvres et qui a le plaisir de les faire parce que ça lui fait plaisir, et des gens les achètent parce que ça leur fait plaisir. Donc, ça n'aurait pas marché, par exemple, je ne serais pas là pour en parler. Donc, je ne sais pas pourquoi ça marche. Moi, il se trouve que j'aime les sciences depuis longtemps. J'aime la science-fiction. Quand j'ai découvert la science-fiction, quand j'avais 12-13 ans, j'ai dit c'est cette littérature qui m'intéresse vraiment. Parmi d'autres choses, mais celle-là m'intéresse vraiment. Et du coup, par goût de diffuser les sciences, moi j'ai été animateur d'astronomie, dans des camps d'astronomie à peu près vers 17 ans, cette diffusion des connaissances m'intéresse depuis longtemps. Et quand il a fallu, comme astrophysicien, quand vous avez, disons, 30 ans, 25 ans dans les années 80,
c'est pas facile de faire son trou parce qu'à côté il y a Uber Eats, pour dire les choses brutalement, si vous voulez. Donc si vous voulez parler d'astrophysique à côté d'Uber Eats, vous pouvez. Il y a des gens qui vous diront oui, on va vous faire venir dans les clubs d'astronomie. Donc vous êtes un peu plus jeune quand même. Oui. Mais j'avais 25 ans dans les années 15 ans, 25 ans dans les années 80-90, disons, entre 15 et 25 ans. Donc, du coup, moi, l'astrophysique, ça m'intéresse d'en parler, mais il y a déjà des grands anciens qui parlent d'astrophysique, qui est une discipline extrêmement sexy, si j'ose dire, comme d'autres disciplines sont sexy. D'autres, par exemple, la physique des matériaux, c'est moins sexy. C'est idiot, mais c'est moins sexy. Il y a d'autres disciplines comme la chimie, où là, c'est pas sexy du tout, parce que déjà, les chimistes, les copains chimistes que j'ai qui font des diffusions autour de la chimie, déjà, ils luttent contre le nom de leur discipline. Quand on dit c'est chimique, c'est pour dire oh, c'est de la merde. Donc, ouais, ils ont déjà des problèmes. Il y en a qui passent par la cuisine, ça marche bien. Alors, il y en a qui passent par la cuisine, mais vous voyez, ils passent par la cuisine, ils avancent masqués. C'est compliqué pour les chimistes, c'est vraiment compliqué. Donc, il y a des disciplines plus faciles, disons, à exposer. L'astrophysique en fait partie, disons. Elle a un potentiel attractif assez important spontanément dans le grand public. Et moi, j'avais envie de parler pas que d'astrophysique aussi, j'ai envie de parler de physique, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est toute la physique, et puis des sciences en général. Je ne m'interdis pas. Évidemment, je ne suis pas biologiste, évidemment, je ne suis pas chimiste, évidemment, je ne suis pas mathématicien, mais moi, j'aime toutes ces sciences-là, j'en sais un peu, et j'avais envie de ne pas me limiter. Et parler de science-fiction, d'utiliser la science-fiction pour parler de science, ça a permis plusieurs choses. D'abord, factuellement, de parler de deux choses que j'aime bien, la science-fiction et les sciences. Bon, ça, c'est déjà un point. Mais ensuite, en progressant, c'est-à-dire en réalisant au fil de la pratique les retours qu'il y avait du public, et puis moi-même, en analysant ce que je faisais, en réfléchissant un peu sur ce que je faisais, ça m'a permis de réaliser que utiliser ces mondes imaginaires pour parler de science, ça permet, parce que j'en fais aussi des enquêtes scientifiques, de me parler de comment la science s'empare d'un problème mal posé. Alors, donnez-nous un exemple. Exemple de problème mal posé, quel est l'âge de l'univers ? Voilà, vous avez un siècle. Je vous donne un siècle et je ramasse les copies dans un siècle. Je dis un siècle parce que ça fait à peu près 100 ans qu'on a commencé à élaborer la théorie physique, qui se trouve être la relativité générale, pour commencer à bâtir des modèles scientifiques de l'évolution de l'univers, et puis qu'on a mis pendant 100 ans des observations qui ont été confrontées au modèle, bref, qu'on a réussi à comprendre que l'âge de l'univers, c'est quelque chose comme 13,8 milliards d'années, et vous auriez posé la question il y a 20 ans, c'était une autre valeur. Donc, exemple dans ma pratique, plus simple, parce que je n'ai pas 100 ans de conférences en général, c'est quelle est la puissance d'un sabre laser de Star Wars ? Vous avez 1 heure. Je vous donne les DVD, vous les avez regardés avant, vous les connaissez par cœur, tout le monde connaît Star Wars par cœur. C'est ça l'avantage de Star Wars, c'est que tout le monde connaît Star Wars par cœur et tout le monde ne connaît pas par cœur tout ce qu'il faut savoir pour comprendre la physique. Et on peut analyser une scène et essayer d'en déduire une valeur qui sera évidemment absolument consternante, tout ce qu'on veut. On peut dire ah, Star Wars c'est des gros nuls, ça marche pas. C'est pas le problème. C'est on peut mener une enquête pour tirer de ce monde imaginaire une information qui n'est pas donnée explicitement, et en faisant, pour en tirer cette information, toute la démarche intellectuelle que fait un scientifique dans une situation beaucoup plus complexe, beaucoup plus longue, quand il s'intéresse au monde réel. Et cette démarche-là, c'est on s'interroge, on fait des hypothèses, on pose la question à d'autres, il y a des gens qui ont d'autres possibilités, on discute, et à la fin, on aboutit à un raisonnement qui donne une valeur, qui est fondée sur des hypothèses, donc la valeur peut changer, mais le raisonnement, lui, ne changera pas, parce qu'on s'est mis d'accord sur la procédure, et que tout le monde est d'accord, et c'est collectif, il y a l'aspect collectif des choses. Et donc, ce genre d'enquête-là m'a petit à petit révélé que utiliser ces mondes imaginaires permet de faire des enquêtes beaucoup plus simples, et elle permet de mettre en pratique ce qu'un cerveau scientifique fait dans la vraie vie et dans la complexité de la vraie vie, mais ce qu'il fait sur un sujet plus simple. Sans parler du fait que ça arrive aussi on arrive aussi à se poser des questions, ou moi j'arrive à poser des questions qui ne sont pas des questions faciles et qui ne sont pas des questions communes dans l'enseignement, et ça je le dois à cette révélation-là à Jean-Marc. Pourquoi c'est faux ? Montrez-moi que cette chose que je vois dans ce film est fausse. Voilà. Et le montrer de pourquoi c'est faux, c'est un fondement de la méthode scientifique, puisque la personne qui arrive avec sa nouvelle théorie géniale qui explique tout, les autres ne vont pas commencer à lui dire c'est génial, ils vont dire ton truc ça marche pas là et là et là, t'as pas tenu compte de ça, là tu t'es trompé, là tu as oublié ce truc. Ils vont commencer à lui bousiller son idée, et les idées qui ont résisté au matraquage permanent de tous les collègues, qui ont résisté des siècles ou des dizaines d'années au matraquage permanent, on les considère comme suffisamment fiables pour les enseigner à l'école et pour les diffuser dans des conférences scientifiques. Donc c'est pour montrer pourquoi c'est faux, et essayons d'extraire de l'information qui n'est pas écrite en clair dans le film. Ça permet de montrer par l'exemple sur des systèmes très simples, et puis un peu, il faut reconnaître, il y a un peu de démagogie. C'est un peu ludique, et ça plaît aux adolescents et aux jeunes étudiants. Ça leur plaît plus qu'évidemment qu'un système. On pourrait faire la même chose avec des photos de la nature, des photos de phénomènes physiques. On pourrait faire exactement la même chose.
c'est plus ludique, ça c'est incontestable, mais ça permet de montrer en action ce qu'est se poser une question scientifique sur le monde et essayer d'y répondre de façon scientifique. Donc c'est la bonne accroche pour vous, la science-fiction. C'est celle que j'ai trouvée, celle qui me plaît, celle avec laquelle je suis aguerri, celle qui a un certain succès, mais ce n'est pas la seule. Ça ne fait pas un cours de physique et ça n'exclut pas, et j'étais tout à fait d'accord avec Jean-Marc tout à l'heure, que ce n'est pas ce prof, ce communicant, ce médiateur ou médiatrice scientifique est génial, j'ai tout compris grâce à lui. Non. Il faut faire un effort, c'est comme dans les couples, il y a un effort commun à faire. Dire, je veux bien faire des efforts parce que le plus clairement, quand je vois que vous ne comprenez rien, je suis prêt à prendre ma part de responsabilité, mais si vous glandez rien en face, ça ne va pas avancer, quoi. Donc à un moment donné, il faut essayer d'être attentif et travailler. Donc il y a cet effet de difficulté, ça n'est pas donné par avance, mais ça peut montrer de comment on procède pour faire ce genre de choses-là. Valérie Masson-Delmotte, quelle est votre accroche à vous quand vous voulez captiver un public, une classe, une salle, un soir, quand on vous demande une conférence? Alors, ça dépend du temps que j'ai et ça dépend du public. À un moment donné, je pensais que la forme était vraiment importante. Et puis maintenant, je reviens en arrière, donc j'ai des présentations qui sont assez nulles. Mais j'essaie de travailler sur le fond. Voilà. Et après, le vecteur, alors ça peut être, avec les enfants, c'est les manips, l'expérimentation. Parce que ça, c'est génial, parce que ça suscite la réflexion. Et puis, je pense que c'est ce qui reste, honnêtement. Quand on a fait une expérience qu'on a raisonnée, ça reste, même le raisonnement faux reste plus que le cours théorique qu'on aura mis à un moment donné. Voilà, donc ça c'est pour moi le vecteur le plus important. Et après, avec les adultes, de bonne volonté, je dirais, j'aime bien moi parler des carottes de glace, hein, c'est un des outils chouettes, alors on peut le dire, c'est une machine à remonter dans le temps. Il y a le fait d'aller dans des endroits un peu exotiques, montrer à quoi ça ressemble, comment on s'organise, comment on travaille en équipe. Tout ce côté-là, on peut le montrer. Pourquoi on y va? Parce qu'on veut repousser des limites de connaissances. Après, ce qu'on en fait, donc, on peut parler de la chimie. Hein, l'analyse d'une carotte de glace, c'est de la jolie chimie. Hein, enfin, il y a de la physique, il y a de la chimie, il y a tout ça. Et puis après, c'est aussi le même système qu'on va étudier. En fait, le système climatique, c'est le même qui a fluctué dans le passé, en réaction à des facteurs naturels ou tout seul. Et puis, c'est celui qu'on perturbe aujourd'hui. Donc, c'est aussi une manière de parler de ça. Et c'est aussi un vecteur pour montrer ce qu'on comprend de ces variations passées. Donc, on les connaît, on les comprend. Je l'inscris dans l'histoire des connaissances. Depuis combien de temps on est capable de le faire? Qu'est-ce qui a permis de le faire? Savoir dater, savoir quantifier. Puis après, savoir mettre en équation les équations de base du 18-19e siècle que nous, on applique sur un système complexe. Et pour ça, on a besoin de super ordinateurs. Expliquer ce qu'est un modèle. Alors ça, c'est le point dur. Expliquer ce qu'est un modèle chez nous. Et c'est pas la même chose qu'un modèle parfois en biologie ou en économie. Pas du tout d'ailleurs. Et donc, arriver à expliquer ce que c'est. Donc, ça sert à prévoir le temps demain. Il y a un modèle derrière ça. Essayer de trouver une manière de transmettre ce qui est sous-jacent à un truc assez compliqué, en fait. La confiance qu'on peut lui accorder. Donc, on a un outil qui est là, qui est une représentation simplifiée d'une réalité très complexe. Et quelle confiance, moi, j'accorde à ça? Pourquoi? Comment on le teste? Quelles sont un peu les limites aussi de ces outils-là? Et pourquoi? Parce que la machine à voyager dans le temps, c'est le passé, mais c'est aussi beaucoup en sciences du climat, le futur, les scénarios, la manière dont nous, on perturbe profondément l'évolution de ce système. Donc cette espèce de boucle entre ce qu'on fait aujourd'hui ou ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, et puis les futurs possibles. Donc arriver à expliquer ça. Et je voulais rebondir sur le point précédent, sur le côté interdisciplinaire, enfin travailler. Pour moi, c'est essentiel, et ça, c'est vraiment la force du GIEC. Donc le GIEC, il a eu une question merdique. Qu'est-ce qu'on sait sur le climat par les gouvernements? Et il a pris ça, il s'est structuré en groupe de travail avec des méthodes pour justement travailler ensemble, faire travailler différentes communautés scientifiques. Et je pense que ça a été un vecteur formidable pour créer une communauté que moi j'appelle les sciences du climat, mais dedans vous allez avoir des géographes, vous allez avoir des biologistes, vous allez avoir des physiciens, vous allez avoir des sociologues, vous allez avoir des philosophes, tout ce qu'on peut imaginer qui s'intéresse à cet objet climat, mais aussi ses interactions avec nos sociétés, tout ce que ça nous révèle de notre modèle de développement et de plein de choses très profondes derrière ce problème du changement climatique, je dirais. Et donc les questions mal posées, il y en a d'autres. Par exemple, l'accord de Paris n'a pu aboutir qu'à condition de demander au GIEC de faire un rapport spécial sur 1,5 degré de réchauffement global, parce que beaucoup de pays se sont dit, mais même 2 degrés, pour nous, c'est trop, par rapport aux impacts, par rapport aux dégâts que ça va causer. Et c'était compliqué, donc on a dit on va demander aux scientifiques de faire un rapport. Et nous, on essaye d'en faire quelque chose qui donne du sens. C'est-à-dire quelles sont les trajectoires compatibles avec 1,5 degré de réchauffement. Ça, c'est une façon de dire où sont les incertitudes et d'expliquer, en fait, entre les émissions de gaz à effet de serre, la réponse du climat, tout le travail scientifique qui est derrière. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les impacts d'aujourd'hui pour 1,5 degré de plus globalement, ou davantage, qu'est-ce qu'on est capable de dire? Ça mobilise plein de connaissances de tous les domaines.
Et puis, c'est aussi une opportunité de s'interroger sur les solutions, c'est-à-dire les options d'action, le potentiel et les conditions de mise en œuvre. Alors ça, on peut dire l'implémentation ou la gouvernance, mais c'est aussi des questions qui sont importantes. Et plus largement, nous interroger sur le développement soutenable, le climat, la pauvreté, les inégalités et tous les enjeux croisés dans toutes leurs dimensions. Donc c'est une question mal posée, je dirais, en fait, quelque part. Ce n'est pas un problème scientifique en tant que tel, mais ça permet de mettre ensemble un tas de connaissances dans plein de domaines différents pour essayer d'éclairer, finalement, quels sont les avenirs possibles. Et comme le disait Guillaume Lecointre tout à l'heure, vous n'êtes pas une scientifique toute seule dans son laboratoire avec sa blouse blanche. Il y a vraiment beaucoup de monde autour et dans votre laboratoire. Et puis cette interdisciplinarité très très importante. Yaël Nazé, parce que je sais que vous avez un train à prendre et que dans un quart d'heure, vous devrez nous quitter. Racontez-nous ce qui marche quand vous faites vos conférences. Vous, quelle est votre accroche? Quel est le truc? Vous aimez raconter des histoires, je sais. Oui, j'adore les petites histoires. mais je suis d'accord avec Valérie. C'est-à-dire que ça dépend du public, ça dépend du temps qu'on a, ça dépend d'un peu de tout. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien raconter des petites histoires. Raconter un peu comment ça s'est fait, que finalement, quelquefois, des grandes découvertes, le gars, il était tout perdu au départ. Enfin, le gars ou là, hein. Il est tout perdu, il sait pas très bien, il patauge aussi, et montrer, c'est très humain, c'est d'essayer de dire, oui, mais vous savez, bon, c'est compliqué la science, même pour les grands noms que vous connaissez, c'est pas nécessairement toujours comme ça, ah oui, la lumière est tombée, et hop, ça y est, il a écrit sa théorie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est essayer de faire comprendre un peu la démarche aussi, en racontant un peu des histoires, en faisant rire aussi, pour que ça passe mieux. Enfin voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Bon, évidemment, en astronomie, on a la chance, on peut montrer des jolies images, on a plein de choses dont on peut aider. Mais ce que j'aime bien aussi, au-delà de ça, c'est d'essayer de trouver, à mon niveau, hein, je vais dire, de nouveaux moyens. Bon, je sais que je fais pas mal de conférences, je vais dire entre guillemets un peu classiques, mais à côté j'aime bien, tiens, on va faire un truc sur la cuisine, on va parler de gastronomie avec le G entre parenthèses, parce que bon, on peut faire de l'astronomie ou de la cuisine, quoi, finalement. Faire des petits ateliers bricolage avec des perles et des bijoux, et puis parler de trucs comme ça, et puis essayer de, je vais dire, peut-être même quelquefois forcer la porte, c'est-à-dire aller dans des lieux où on ne veut pas entendre parler de science, on dit oh non, attendez, c'est trop compliqué, non, on ne veut pas. Et puis finalement dire non, mais attendez, vous allez voir, on va faire un truc chouette dans le domaine qui vous intéresse, que ça soit, je vous dis, les arts, les bijoux, n'importe quoi, et puis et on va faire de la science en même temps, et ça marche. Et ce qui est très rigolo et finalement très valorisant quelquefois pour celui qui le fait, c'est de se dire, de voir en face l'étincelle, mais pas d'un public un peu déjà à moitié conquis parce qu'il vient à une conférence, il est habitué, mais de dire, c'est des gens qui n'entendent pas du tout parler de science, qui ne veulent pas en entendre parler, et puis qui finalement, à la fin du truc, ils sortent avec le sourire, quoi. Ils se disent, super, finalement, les sciences, c'est chouette. Quand on arrive à retourner un peu l'opinion comme ça, on se dit qu'on a gagné quelque chose, qu'on n'a pas perdu son temps, quoi. Alors, quelques mots avant de passer la parole à la salle sur les expositions, parce que quand même, on fête 2 anniversaires de 2 établissements de culture scientifique. Guillaume Lecointre, comment est-ce qu'on monte une exposition? Quand on décide de faire une exposition, vous êtes attaqué à l'exposition sur Darwin, comment on fait? Quelles sont les questions qu'on se pose? Où sont les enjeux? Je suis aussi commissaire scientifique avec Philippe Janvier de la rénovation de la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée au Muséum national d'histoire naturelle, dont d'ailleurs la devise est émerveillée pour instruire, justement. Et donc les enjeux sont évidemment d'ancrer, s'agissant de cette galerie-là, d'ancrer le citoyen en nature, c'est-à-dire que nos concitoyens soient amenés à penser l'homme, à penser l'origine naturelle de l'homme, mais pas seulement par rapport à des fossiles qui lui seraient très proches. C'est l'ensemble de la vie qu'on brasse dans cette galerie. L'enjeu, il est de se penser en termes de partage, c'est-à-dire je regarde ce fossile, j'ai l'impression qu'il n'a rien à voir avec moi, mais si, on va vous montrer qu'il y a un rapport entre ce fossile et vous. Et on travaille donc derrière la notion de partage, derrière la notion d'universalisme. Et d'ailleurs, pour l'Expo Darwin, c'était pareil. L'Expo Darwin, c'était une expo d'histoire des sciences, puisqu'il s'agissait d'inscrire Charles Darwin dans son époque, comprendre comment il a eu, comment et pourquoi il a eu les idées qu'il a eues,
en fonction de l'époque dans laquelle il était. Néanmoins, comme son travail est un immense travail théorique qui a fondé un programme scientifique de 150 ans, et il n'est pas fini ce programme scientifique, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on parle encore de cet homme-là, c'est aussi montrer qu'il y a une continuité, historique et même, on va dire, heuristique, c'est-à-dire en fait dans la possibilité qu'une théorie donne aux scientifiques de travailler, il y a une véritable continuité en certains endroits, notamment en biologie. Alors j'ai parlé d'universalisme, je suis très content qu'Yael ait parlé des safe places, parce que pour moi c'est emblématique cette affaire-là. Je pense à Jemila Benhabib qui a eu le prix du Comité Laïcité République, qui a travaillé, qui est au Canada, et qui a fait des articles sur la façon dont les choses dans l'enseignement se passent au Québec, où il y a ces fameux accommodements raisonnables. Le safe place arrive dans les écoles au Canada. Une gamine apprend des cours de musique et sa famille, je ne dirais pas la confession de sa famille, il ne s'agit pas de fustiger une confession particulière, mais la famille proteste parce que la petite fille à l'école doit entendre des chants profanes. Alors comment on fait ? Eh bien, la solution qui a été trouvée, c'est de mettre un casque à la petite fille. C'est-à-dire que pendant tous les autres gamins chantent, elle a un casque et elle se tait, elle attend que la chanson passe. C'est une forme de safe place dans l'espace de la classe. Et j'aimerais attirer votre attention sur notre responsabilité à nous scientifiques, et c'est le troisième volet pour lequel le scientifique est motivé. Je reviens à la question du début. Pourquoi êtes-vous motivé ? Il y a une troisième question, c'est qu'il y a une vraie raison pour enseigner les sciences en France. Et il y a une vraie raison pour des scientifiques de servir leurs concitoyens. C'est que l'enseignement des sciences en France est fondé sur un projet d'école qui a été fait par Condorcet et qui table sur l'universalisme de la raison. Ça, c'est l'esprit des Lumières. Le citoyen à la Condorcet, 1792. L'idée générale, si vous voulez, c'est qu'on sort de l'Ancien Régime et que l'Ancien Régime, le vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, il est régi par le fait que les individus sont sujets du roi. L'individu bénéficie de son statut dans l'espace public parce qu'il est sujet du roi. On va basculer à une époque où l'individu bénéficie de ses droits et exerce ses devoirs parce qu'il est un citoyen. Seulement, le projet citoyen pour Condorcet, il est fondé sur l'usage que peut faire chacun de sa raison, car c'est avec sa raison qu'on peut jouir de ses droits et exercer ses devoirs. Eh bien, sans que les sciences aient été faites pour ça, il se trouve qu'elles sont passivement compatibles avec le projet de citoyen écrit par Condorcet. C'est pour ça que c'est naturel d'enseigner des sciences à l'école, en France, et qu'il n'y a pas de safe place en France, dans les classes. Parce que finalement, l'universalisme sous-jacent au pari que font les scientifiques de valider collectivement et rationnellement des affirmations sur le monde réel, ce socle universaliste, c'est le même que le socle universaliste politique des Lumières. Il n'y a pas de safe place dans nos classes, parce que justement, les sciences en France sont passivement compatibles avec le projet de citoyenneté tel que les Français l'ont constitué à la Révolution. Par contre, les pays anglo-saxons se sont fondés différemment. Ce sont des pays différentialistes. En fait, les droits et les devoirs dans l'espace public sont garantis d'abord à des communautés avant que d'être garantis à des individus. Alors, c'est pas tout à fait juste ce que je dis là. Il y a quand même des garanties données à l'échelle des individus, mais les communautés ont une puissance revendicatrice et d'organisation de l'espace public. Qu'elles ont des leviers qu'elles n'ont pas dans l'espace public, dans l'espace culturel français. Ce qui fait que on a des politiques de discrimination négative ou de discrimination positive, où les droits et les devoirs vont être pensés en termes de quotas par rapport à des communautés qui se sont affirmées dans l'espace public. Enfin, je ne vais pas déployer le... Mais ce qui fait que nous sommes assez différents tout de même si nous sommes des démocraties occidentales, nous sommes assez différents sur les socles philosophiques sur lesquels nous nous sommes fondés. Sachez que le mot liberté aux États-Unis ne signifie pas la même chose que le mot liberté en France. Le mot liberté aux États-Unis, c'est d'abord la liberté de s'affranchir d'une oppression religieuse qu'ont subi les gens qui ont immigré, les fondateurs des États-Unis d'Amérique. La liberté, c'est la liberté d'avoir le culte de son choix et que ce culte organise l'espace public. La liberté, en France, c'est autre chose. La liberté pendant la Révolution, c'est la liberté de s'affranchir du joug aristocratique. C'est-à-dire, en fait, les individus deviennent libres à l'échelle des individus en s'émancipant de la suggestion de l'ancien féodal, si je peux le dire comme ça. Donc on n'est pas sur des soubassements historiques
pas tout à fait les mêmes en tout cas, ce qui explique pourquoi les Américains ne comprennent pas la laïcité française, par exemple. Ils pensent que c'est une oppression d'État. En tout cas, merci beaucoup à Condorcet. Les enjeux, alors voilà, les enjeux sont là. L'enjeu, c'est le troisième volet que je voulais déployer tout à l'heure, le volet politique. Guillaume, là, il faut qu'on conclue, là. Eh bien, je conclue justement. Oui. Je retourne sur la galerie. Et la galerie, justement, elle se nourrit de ces enjeux, puisque l'idée, c'est de faire penser, d'inviter nos citoyens à se penser en termes de partage de leur anatomie avec le reste du vivant. Ancrer l'homme en nature, c'est parler de l'homme dans l'universalité, en fait. Bon, et c'est pour quand cette rénovation? 2000, là, s'il y a l'argent qui tombe, c'est 2025 ou 2023, enfin ça dépend, si l'argent tombe ou pas. Roland Louck, juste une question, mais une réponse assez courte, qu'on ait le temps quand même de laisser la salle s'exprimer sur les expositions Star Wars, l'Expo, les inventions de Gaston Lagaffe. Vous avez participé au parcours scientifique de Valérian, vous avez fait l'Odyssée de la Lumière à la Cité des Sciences, le voyage au centre de la galaxie ici. Comment est-ce qu'on organise une exposition? C'est dur. Voilà, bon, c'est court. Non, mais vous m'avez dit, il faut se couper les bras. Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, mais ça c'est propre, c'est pas propre à l'exposition, c'est aussi propre à la diffusion des connaissances, à la diffusion des connaissances. Dans une exposition, il y a forcément une surface limitée, il y a un budget limité, il y a un public, espérons illimité, a priori limité, mais en pratique, bon. Si on veut pas qu'il soit trop limité, il faut donc voilà, choisir des enjeux, faire passer un message, quelque chose qui soit accessible, intéressant. Et du coup, ça nécessite, pour ceux qui sont en charge du commissariat, des scientifiques d'une exposition, comme je disais, de se couper les bras. C'est-à-dire on ne peut pas tout dire, mais c'est vrai dans un livre, c'est vrai dans une interview, c'est vrai dans une conférence. Voilà. Et le rôle du bon, disons, médiateur scientifique, ou de la personne qui va faire un effort pour son public, c'est de choisir ce dont il ne parlera pas. Et en pratique, ça veut dire toutes les choses qui lui paraissent extrêmement importantes dans sa profession. Ça veut dire tout ce qui fait sa vie professionnelle depuis 30 ans. Il n'en parle pas du tout parce que justement, c'est trop compliqué d'en parler directement si on n'a pas tous ces prérequis qui vont prendre 55 minutes de conférence sur 1 heure, qui vont prendre tous les mètres carrés de l'exposition, sauf un truc dans un coin, et qui vont prendre les 2 minutes d'interview, sauf les 10 dernières secondes. Donc, il faut savoir se couper les bras, faire des choix, et les assumer, et des choix qui soient au service du message qu'on veut faire passer et des enjeux qui sont en jeu. Bravo, c'est bien résumé. Merci. Alors maintenant, vos questions. J'imagine qu'il y en a beaucoup. Vous avez 5 scientifiques, et pas n'importe lesquels. Donc, allez-y. Oui. Nous avons tous l'admiration pour vous tous, on en fait partie, qui écrivent des livres, qui font des bonnes conférences. Il y a un caveat, et vous le connaissez aussi bien que moi, c'est que finalement, on face écran, et je sais que vous ne voulez pas le faire, que vous ne le faites pas, à des gens jeunes qui démarrent. Moi, je suis souvent utilisé comme relais. On me dit « Ah, mais tu connais Stanislas Dehaene, on aimerait qu'il vienne faire une conférence sur, effectivement, neurobiologie, etc. » Je ne demanderai certainement pas à Stanislas, il a d'autres choses à faire, mais il travaille, il a des jeunes, il a des doctorants, il a, etc., qui feront aussi bien. Le problème, c'est d'arriver à convaincre les gens, et je pose le problème, parce que vous êtes certainement confrontés aux mêmes choses, comment faire en sorte de faciliter au contraire, et ils ne feront pas les mêmes conférences, ils n'auront pas écrit des livres, peut-être ils ne seront pas connus parce qu'ils n'ont pas écrit, mais peut-être ils deviendront, comme Valérie le disait, on démarre comme ça petit à petit, et c'est un point que je voudrais dire. Alors il y a des choses comme ce que fait le Palais de la Découverte avec un chercheur, une manip, qui sont des occasions de finalement d'associer quelqu'un qui viendra peut-être pas au-delà de ça, mais qui va se trouver confronté avec un public peut décider au départ. Donc, je voulais mettre ce point qui, évidemment, n'est pas une remise en cause de absolument rien de tout ce que vous avez dit. Bien sûr. Mais c'est une vraie question. Pourquoi ce sont toujours les mêmes? Avant de parler à Jean-Marc, c'est toujours les mêmes parce que c'est à ceux à qui on tend le micro et qu'ils ont parfois la faiblesse de répondre toujours oui, sauf quand ils finissent par être saturés, comme ça m'arrive, et du coup, ils commencent à déléguer. Et là, j'en fais beaucoup. J'ai plusieurs padawans, comme ils s'appellent eux-mêmes, qui font des conférences à ma place, si j'ose dire. C'est-à-dire, moi, je dis je peux pas, mais voilà. Mais sur les thèmes qu'eux, ils ont envie de parler des thèmes de la façon dont j'en parle, et je leur dis, allez-y, foncez, j'ai pas de copyright là-dessus, ils font ce qu'ils veulent. Une autre façon, c'est dans des actions, cette fois-ci, dans des manifestations. Quand on organise, par exemple, le Festival d'astronomie à Florence, on est toujours attentif. Il y a évidemment une part de gens qui sont là tous les ans, qui reviennent régulièrement, parce que aussi le public veut les voir, quand on a un public de passionnés, de fans, mais il y a aussi l'idée qu'il va falloir
prévoir le remplacement qui devra se produire à un moment donné, en faisant venir des jeunes astrophysiciens, des jeunes scientifiques en général, mais particulièrement d'astrophysiciens et d'astrophysiciennes. Donc ça, c'est deux façons d'agir. Quand on est saturé, on finit par déléguer, et puis dans des festivals ou dans des choses comme ça, renvoyer la balle vers d'autres jeunes qui sont bien. Et surtout, ça, c'est pas si facile de savoir refuser une conférence sur lesquelles on n'est pas le plus pertinent, mais on vous tend le micro parce qu'on dit « Ah ben vous êtes génial, je suis gentil, mais moi je suis pas géologue, par exemple, ou je suis pas spécialiste des planètes. » Quand il y a la énième exoplanète qui est trouvée, il dit « Je sais pas, allez voir un tel ou un tel qui, eux, sont spécialistes. » Donc, savoir renvoyer vers les spécialistes légitimes quand il s'agit d'en parler en public. Donc, c'est un effort à faire. Avant de passer la parole à Valérie Masson-Delmotte et à Jean-Marc Lévy-Leblond, Yael Nazé, parce qu'après il y a le train, oui, et vous ne voulez pas le rater. Oui, donc rapidement, moi je dirais que justement, je parlais tout à l'heure... Le micro bien devant. Je parlais tout à l'heure d'essayer de partager l'expérience, d'essayer d'avoir des jeunes de bonne volonté, leur donner les premières infos, de leur donner, de mettre le prêt à l'étrier, ça fait partie de ce qu'on peut faire. Et puis après, bon, nous, on a le Printemps des sciences qui est l'équivalent de votre fête de la science. Ça peut jouer, c'est l'équivalent d'un chercheur de manif, je vais dire, mais à une plus grande échelle. Et là, ça permet aussi de leur permettre d'acquérir une certaine expérience. Et à partir du moment où on voit qu'ils se débrouillent, bah, on renvoie. Enfin, je veux dire, moi, je trouve que c'est assez naturel, quoi, de dire, ben voilà, on renvoie et tout. Maintenant, c'est parfois difficile aussi de faire accepter à des organisateurs que ça ne soit pas nécessairement un type qu'on voit tous les jours à la télé qui passe. Et ça prend du temps. Mais je crois que quelquefois, il faut le faire, il faut prendre le temps. Mais bon, voilà, c'est pas simple. Je crois que on essaie quand même de faire son possible, mais ça doit aller dans les deux sens. De l'autre côté, on doit pouvoir aussi accepter d'avoir des gens moins connus. Jean-Marc Lévy-Leblond. Oui, moi je remercie Étienne Guyon de poser cette question qui est absolument cruciale. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, d'une part, il me semble que je reviens sur l'actuelle, à mon avis, insuffisance, voire carence de l'institution en tant que telle. Dire le jour où la participation de jeunes chercheurs de thésards à des activités publiques sera non seulement reconnue, mais valorisée, où il y aura, je ne sais pas, un prix du CNRS pour le jeune chercheur qui aura fait des conférences, etc., on aura avancé. Donc je pense qu'il y a une responsabilité politique des institutions scientifiques auxquelles elles n'ont pour l'instant pas encore répondu. Deuxième aspect, et là je ne parle pas du point de vue d'un homme d'exposition, ce que je ne suis pas, mais d'un point de vue d'homme du livre, ce que je suis, j'ai été très frappé dans les dernières années de voir arriver sur mon bureau, pour la collection que je dirige aux éditions du Seuil, qui s'appelle Sciences ouvertes, des propositions de jeunes gens qui ne sont pas toujours des jeunes chercheurs, qui sont passés par là, qui ont non seulement un master, mais parfois une thèse, et qui ont une vie qui échappe à l'institution, et qui ont des choses absolument formidables à dire. Pour donner juste un exemple et être très concret, un des livres que nous avons qui a eu le plus grand succès ces derniers mois, c'est d'un jeune homme qui a 25 ans, que personne ne connaissait auparavant. Il s'appelle Léo Grasset. Il a écrit un livre sur l'éthologie des animaux en Afrique, qui est un livre de terrain et qui a un succès extraordinaire parce que c'est un livre qui est formidable. Il est nourri de vraiment tout ce qu'il a appris en tant que scientifique. C'est un livre qui est drôle. Et ce garçon a fait ses armes, non pas dans l'écriture et dans l'édition, qui est presque d'une certaine façon un sous-produit de son activité. C'est un homme du réseau. Il a un blog absolument formidable que je recommande, un vidéoblog que je recommande à tout le monde, s'appelle Dirty Biology. C'est à mourir de rire et c'est extrêmement intéressant. Et là, il y a effectivement des jeunes gens, il y en a plusieurs, qui sont en train de faire maintenant sur le réseau des choses extraordinaires qui sont des initiatives d'un autre ordre que ce que nous connaissions ou dans les expositions ou dans les musées. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas pessimiste, mais tu as absolument raison, il faut que nous soyons attentifs à ce qui est en train de se passer dans des domaines que nous ne connaissons pas assez, mais qui sont celui de la jeunesse. Et oui, il n'y a pas que les conférences, les livres ou les médias, il y a aussi Internet et des chaînes YouTube. Valérie Masson-Delmotte, pourquoi c'est souvent vous, ou presque toujours vous, qu'on demande, à votre avis ?
Alors en fait, moi ce que je voulais mentionner, c'est les initiatives qu'on a mises sur pied, justement pour montrer la diversité des chercheurs en sciences du climat, ce qui nous paraissait un point extrêmement important. Donc par exemple, dans le laboratoire où je travaille, qui fait partie de l'Institut Pierre-Simon Laplace, on a une mailing list de chercheurs communicants. Donc on reçoit les uns ou les autres, ou par la direction, des demandes d'intervention. Soit on accepte, soit on n'accepte pas, mais on les met dans le pot commun. Et ensuite, on va trouver un volontaire, en fonction de la région, du sujet, qui va accepter. Ça peut être des ingénieurs, ça peut être des techniciens, ça peut être des doctorants, des postdocs ou des chercheurs. Et ça, c'est, je pense, très très chouette. On a également fait pas mal d'ouvrages collectifs, hein. Le climat à découvert, ou plus récemment le Groenland, multi-auteurs, qui montrent aussi en fait la diversité des compétences. Moi, j'ai toujours ce regret qu'il n'y ait pas un genre de Facebook des chercheurs en France, qui montre en fait qui travaille sur tel sujet et avec quels outils, quelque chose de facile d'accès. Enfin, je veux dire, c'est pas infaisable pour justement décloisonner. Mais il y a qu'à. C'est faisable. Et aussi, moi, je voulais terminer avec un point qui me tient à cœur. C'est que moi je travaille pour le GIEC, on mobilise des centaines, des milliers de chercheurs qui vont écrire des nouveaux rapports, qui vont les relire. Et moi je tiens absolument à ce qu'on renforce les capacités de tous ces chercheurs, et en particulier des chercheurs des pays en développement, pour que justement eux soient capables d'être des relais, d'être acteurs de cette communication de la science dans leur langue, dans leur pays, avec leur culture. Parce qu'il y a aussi un biais qui est énorme de ce point de vue-là, qui est la tentation parfois d'aller chercher le spécialiste d'un autre pays sur un sujet, alors qu'on a de l'autre côté de la rue une université avec des gens qui sont parfois les plus compétents sur le sujet. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Guillaume Lecointre, là, vous vouliez parler de la formation des chercheurs. Oui, c'était pour rebondir sur ce que disait Jean-Marc au sujet des institutions qui sont déficientes. J'adhère, hein, bien sûr. Je le pense aussi. Néanmoins, je voulais citer un cas de figure. Mon institution, le Muséum national d'histoire naturelle, du fait que la diffusion des connaissances fait partie des missions statutaires. Il y en a 5. Il y a recherche, enseignement, diffusion des connaissances, expertise et collection. Eh bien, dans le domaine de la diffusion des connaissances, nous validons des modules d'école doctorale. Un docteur est supposé avoir 4 modules, hein, ou 3, ça dépend des écoles doctorales. Avoir validé 4 modules. Et parmi ces modules, eh bien, il y a des modules extérieurs, tournés vers l'extérieur, c'est-à-dire des jeunes qui feraient des actions de diffusion. Ils peuvent le faire valoir comme une action de formation, pour leur formation en fait. Donc c'est pas une reconnaissance à l'échelle d'une médaille, bien sûr, mais c'était un encouragement tout de même à ce que en tout cas pour ceux qui en ont le goût, parce que tout le monde ne l'a pas, mais encourager ceux qui ont le goût à la diffusion à s'y lancer. D'autres questions? Ou bien la journée vous a vidé? Allez, une question. Oui, vous avez parlé de l'histoire des sciences. Il y a quand même un progrès qui a été fait. Moi, je fais du soutien scolaire et je vois que dans les livres de mathématiques, il y a des petits encarts sur un certain nombre de genres. Dans les livres de physique aussi. Quand j'étais au lycée, il y avait 0, rien du tout. D'autre part, je pense que l'action... Bah oui, donc c'est un peu encourageant. L'action des musées, je trouve, est intéressante aussi. Hein. Je me souviens, donc j'ai vu l'exposition Darwin. Je me souviens qu'en 2012, il y a eu quelques panneaux à propos, pour célébrer les centenaires de la mort de Henri Poincaré. Et en 1996, il y avait eu des colloques à la Cité des Sciences pour célébrer le 5e centenaire de la naissance de Descartes. Alors il me semble qu'il y a quand même des moyens pour faire connaître un petit peu l'histoire des sciences. Donc les musées peuvent jouer un rôle. On peut faire des conférences, enfin, il y a des moyens. Parce que c'est vrai que dans les lycées, je crois qu'il y a une carence qui est grave. Voilà, c'était plus une réaction qu'une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, oui. Moi, je rebondis juste sur ce point. C'est beaucoup des hommes dans l'histoire des sciences, comme c'est beaucoup des ouvrages d'hommes en lettres et comme c'est beaucoup des hommes compositeurs en musique. Alors, merci. 3 sur 5. Alors, puisqu'on est sur les manques, on va dire, là, manque de femmes en l'occurrence, mais il y a aussi manque de... Comment dire? L'histoire des sciences, c'est bien, mais j'ai envie d'aller un cran plus loin. Moi, je milite pour une explicitation de la démarche scientifique. Et je crois que c'est parce qu'on aura fait identifier les critères de scientificité à nos concitoyens que dans un tribunal, on ne se trompera pas sur un propos qui est dit scientifique
et un autre qui ne l'est pas, en l'occurrence, parce qu'il utilise les sciences pour d'autres objectifs que celui des connaissances. Et donc, il y a des moyens, on parlait des moyens tout à l'heure, il y a des moyens de faire des blogs. Si vous demandez à un étudiant en licence de lire un bouquin d'épistémo formel, on peut, hein, mais numériquement, ça ne va pas remporter l'adhésion de la majorité. Donc, il y a des moyens, faire des QCM, par exemple, avec des questions-réponses. Évidemment, parmi les réponses qui sont proposées, il y a des réponses de travers, mais justement, l'intéressant, c'est que si jamais l'étudiant a cliqué sur la réponse mauvaise, enfin la mauvaise réponse, on lui explique, en gros, en un paragraphe de 3 lignes ou 4 lignes, pourquoi la réponse est mauvaise. Et finalement, à travers un jeu, on arrive à donner des règles élémentaires du socle commun du raisonnement scientifique tel qu'il est attendu pour l'ensemble des disciplines, SHS comprises. Pour moi, je milite pour une scientificité inclusive. Les sciences humaines et sociales et l'histoire sont des sciences avec des régimes de démonstration légèrement différents, mais peu importe. Il y a des épistémologies locales, mais ce n'est pas de celle-là dont je veux parler. Je parle vraiment du socle commun. Et donc l'histoire des sciences, oui, mais pas sans quelles sont les règles de la scientificité d'aujourd'hui, celles qui valent aujourd'hui, puisque c'est là que l'enjeu politique aussi est situé en certains endroits. Et la démarche scientifique est utile en dehors du cercle scientifique. Eh bien, merci à tous, merci infiniment.